Cet après-midi, nos invités ont tous eu honte de leurs origines modestes. Ma mère m'amenait devant l'école avec la voiture plus ou moins toute pourrie. Je lui disais toujours de me laisser 500 mètres avant parce que c'est vrai que j'avais quand même honte. À l'école, Jean-Pierre a longtemps été considéré comme le fils du mineur, un fardeau difficile à porter. Je devais être en première, je pense. Et j'ai vu rentrer dans le directeur et qui m'a dit « N'oubliez jamais que vous êtes ici par l'effet de notre grâce ». Finalement, ces prêtres, ils avaient un peu leur pauvre. C'était une grande humiliation. Pour échapper à sa condition sociale, Jean-Pierre excelle à l'école. J'ai compris très tôt que les études, c'était mon salut. Et puis mon père me le disait, « Mais tu sais, si tu ne réussis pas, tu iras à la mine ». Après le lycée, Natacha s'installe à Saint-Tropez. Issue d'une famille modeste, la jeune femme va alors s'inventer une toute autre vie. Il fallait un peu suivre les codes pour être acceptée, donc mettre des affaires de marque. J'étais contente quand on m'admirait pour mon sac finalement. Mauvais élève, Marc quitte le collège pour apprendre un métier avec un objectif en tête, ne jamais manquer de rien. Dès que j'ai arrêté l'école, là, en fermant les yeux, je voyais déjà ma vie. Donc j'ai pas peur et c'est parce que j'ai pas peur que je réussis de grandes choses. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, il n'est pas rare à l'adolescence d'avoir un petit peu honte de ses parents. Pour certains, ce sentiment s'est prolongé parfois jusqu'à en devenir une honte de son milieu, un handicap ou un moteur. D'où peut venir ce sentiment de honte? Comment se construire quand on est en rupture, parfois avec sa famille, et surtout, comment se réconcilier avec ses origines? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos invités. Jean-Pierre, vous venez d'un milieu modeste. Oui. Vous avez fait des études, vous avez fait sciences politiques, Oui. et donc il n'y avait pas beaucoup de gens de votre milieu. Non, pas vraiment. Si on devait avoir comme ça une image de vous, avec ce sentiment de honte qui est particulier et qui est très subtil à décrire, il y a une image comme ça qui vous vient à l'esprit? Il y avait un tel décalage entre les étudiants que j'ai rencontrés que je ne participais par exemple à aucune des soirées avec eux parce que voilà, je n'avais jamais bu de whisky, je ne savais pas ce que c'était que ce genre de choses. Mes parents buvaient de l'anisette par exemple à l'apéritif. Et voilà, c'est des petits détails comme ça qui fait qu'on n'est pas dans le même milieu, on n'a pas les mêmes codes. Et voilà, donc je me sentais assez différent. Et pendant cette période-là, parce qu'on va voir que tout ça évolue évidemment, Oui. mais pendant cette période-là, vous vous rappelez revenir voir votre famille et les observer presque de l'extérieur? C'est ça, oui. J'avais presque un recul sociologique un petit peu, parce que comme j'avais mis le pied dans un autre milieu, forcément, je voyais que mon milieu d'origine, il était très différent. Et l'image forte, c'est quoi? C'est que vous êtes en week-end? Ce que je suis en week-end et que voilà, je vois mes parents qui regardent par exemple Interville ou qui regardent des choses du samedi soir, et finalement, tout d'un coup, ça ne me plaît plus, ça. Ça ne me plaît plus parce que j'ai découvert autre chose. Et donc, par conséquent, je commence déjà à me sentir un petit peu en décalage. Alors, je ne suis pas bien dans mon nouveau milieu et je ne suis plus bien dans mon milieu d'origine. Presque étranger dans votre milieu d'origine. Voilà, étranger partout. Et alors on va voir dans votre histoire en fait, comment effectivement vous avez oscillé entre ces milieux et comment vous êtes en paix aujourd'hui, vous êtes réconcilié avec tout ça et vous avez beaucoup de tendresse justement pour le milieu. Oui, c'est le mot. Mais on est là pour en parler. Merci en tout cas d'être là, Jean-Pierre. Marc, aujourd'hui vous êtes un restaurateur qui a du succès dans la région de Bordeaux et vous n'êtes pas d'un milieu aisé. Alors, moi, j'arrive d'une famille, on va dire, pauvre au départ, en effet. Et l'image, par rapport à la question que vous posez, c'est l'image de ma mère qui m'a amené devant l'école avec la voiture plus ou moins toute pourrie, avec le capot jaune, l'aile blanche et le coffre arrière marron. Donc, si vous voulez, je lui disais toujours de me laisser 500 mètres avant. Et je finissais à pied. Elle me dit, mais je passe devant, je vais te poser. Je descendais au feu parce que c'est vrai que j'avais quand même honte. Alors après, je trouve que c'était une bonne honte, comme disait Jean-Pierre. C'est vrai que c'est quelque chose dont on s'est servi après pour d'avoir un peu plus la niaque que les autres. Natacha, vous êtes beaucoup plus jeune, vous êtes de notre génération. Et donc, vous êtes d'un milieu aisé ou pas aisé? Classe moyenne, on va dire. Mais effectivement, j'ai comme eux eu cette envie d'aller plus loin que là où j'étais, avoir certains autres privilèges, et qui m'a finalement donné de l'ambition pour en arriver là. Bon, en tout cas, voilà, vous avez grandi dans un milieu, vous avez essayé d'évoluer dans un autre milieu, et on verra votre conclusion aujourd'hui, parce qu'elle est plutôt jolie. Alexia, vous êtes psychologue, merci d'être là. Donc on va parler de quelque chose d'assez subtil. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là, on est vraiment avec des cas qui sont très différents, tous les trois. Mais finalement, la honte, elle est vraiment sociale. C'est vraiment le regard de l'autre qui me fait prendre conscience de qui je suis.
Et à ce moment-là, on se dit, est-ce que ça me convient ou ça me convient pas? Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de tendre vers ce milieu-là qui est plus valorisé finalement? Mhm. Alors Jean-Pierre, ce petit garçon en noir et blanc magnifique, c'est vous? Oui, avec des cheveux. Et donc, vous avez quel âge? Et elle nous raconte quoi, cette photo? Ben, là, je dois avoir 6 ans. Et donc, à l'époque, chez le photographe. Il n'y avait pas de photomaton. On allait chez le photographe avec mon petit nœud papillon avec un élastique. On est dans l'Aveyron. On est dans l'Aveyron. Ouais. Et donc, à quel moment, parce que là on parle de la petite enfance, 6 ans, ce petit garçon que vous êtes se rend compte, et par quel signe d'ailleurs, qu'il n'est pas exactement comme les autres? Ben, je m'en rends compte, je pense, quand je sors de mon milieu. C'est-à-dire quand je pars en pension. Donc, j'avais 10 ans et demi, c'est jeune. Je pars en pension, donc je rentre en 6e. Donc à 40 km où habitaient mes parents. Donc moi qui n'ai jamais quitté le village et qui ai vécu en symbiose avec un petit village, tout le monde se connaît, où on rentre de l'école ensemble avec les copains, où on va prendre le goûter chez l'un et chez l'autre. Tout d'un coup, je me retrouve donc dans une pension où en plus, comme j'habitais assez loin, je fais ma rentrée la veille, donc un dimanche après-midi, dans cette immense maison qui datait de la fin du 19e, avec des couloirs, je me souviens, sombres qui suintaient l'humidité. Et je me suis senti un petit peu perdu, là. Et puis, voilà, c'est là que peu à peu, je me suis senti un peu différent, parce que là, je rencontre donc des gens de mon âge qui ne sont pas du même milieu social que moi. Alors, et comment à 10 ans on sait ce que c'est un milieu alors, social? évidemment, je ne mettais pas les mots là-dessus. Bien sûr. Je ne mettais pas les mots. Mais ce que je remarquais, c'est qu'ils étaient peut-être habillés différemment de moi, par exemple, que leurs parents avaient des professions qui étaient différentes de celles de mon père. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mineurs, ils étaient quoi? Ils n'étaient pas mineurs, alors ils étaient fils d'assureurs, ils étaient fils d'avocats, fils de propriétaires terriens, enfin d'agriculteurs. Donc là, vous découvrez des nouveaux métiers. Et oui, je découvre des nouveaux métiers. Je découvre des nouveaux métiers, des nouvelles façons de vivre, en me disant, tiens, mais voilà, moi je pars en vacances. Ah bon, on part en vacances? Je ne savais pas qu'on partait en vacances. Enfin, c'est bête de dire ça, mais moi, je ne me suis jamais senti en manque de partir en vacances. Dans un village, bon, voilà, les vacances, c'est tous les jours, parce qu'on sort de chez soi, on va chez les copains. Mais là, je m'apercevais qu'il y avait des gens qui allaient à la mer. Voilà, pendant un mois, ou qui allait alors après à la montagne faire du ski. Donc c'est votre univers qui s'agrandit en fait. Voilà, c'est mon univers qui s'agrandit et qui met en question l'univers dans lequel je suis issu. En me disant, ben oui, mais alors il y a d'autres gens qui vivent différemment. Et déjà, j'avais une forme de fragilité en me disant, voilà, mais moi, qu'est-ce que j'ai à montrer, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport aux autres? Je ne vais pas en vacances, je ne vais pas faire du ski. Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous découvrez ces nouvelles habitudes? Tiens, ils vont en vacances. Tiens, ils vont à la mer. Tiens, ils sont d'un autre milieu. Ça donne, à 10 ans, un sentiment d'infériorité? Oui, peut-être. Un sentiment d'infériorité. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas. Quand j'arrive à 10 ans, je crois que je ne suis jamais allé à la mer avant. Donc on a presque honte de ne pas connaître. Oui, on a presque honte de ne pas connaître. Excusez-moi, De ne pas savoir nager, par exemple. Est-ce que tu avais des frères et sœurs, Jean-Pierre? Oui, j'avais des frères et sœurs, plus D'accord. petits. Moi, Plus petits, d'accord. j'étais l'aîné. Et donc, voilà, je ne savais pas nager. Donc, je n'osais pas dire que je ne savais pas nager parce que, voilà. La seule voie, finalement, que j'avais pour m'affirmer et être différent, très tôt d'ailleurs, ça a été la lecture, de travailler. Je me suis dit, bon, mais si je travaille à l'école, eh bien, au moins, je pourrais peut-être être peut-être comme eux. Vous sentez que ça peut être votre salut? Ah oui, j'ai compris très tôt que l'éducation, la culture et les études, c'était mon salut. Et puis mon père me le disait, mais tu sais, si tu ne réussis pas, moi je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Donc il me disait souvent, tu iras à la mine, même si à l'époque les mines avaient fermé. Et il le disait comme une menace? Non, pas comme une menace, mais pour me faire comprendre que voilà, il n'y avait que l'éducation. Et voilà, c'est ce que maintenant je dis à mes élèves. Je dis voilà, l'école est votre voie de salut. Alors on va parler de ce que vous faites maintenant. Mais, je laisse un petit suspense. Oui. Parce qu'effectivement, votre histoire, elle est magnifique parce que vous êtes dans la transmission aujourd'hui. Mais du coup, à ce moment-là, ce petit garçon donc découvre ce sentiment, j'ai honte de ne pas savoir que ça existe. Est-ce que, là, on parle d'un univers, encore une fois, parce qu'il y a chacun a son univers, on n'a qu'une seule vie. Et puis, la question de la pauvreté. Est-ce que vous, enfant, vous avez des signes qui vous font penser que, tiens, moi, j'ai pas les mêmes chaussures ou des choses comme ça? Oui, c'est au niveau des chaussures que ça s'est joué. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un jour, j'avais des chaussures trouées. Alors, ça se voyait pas parce que c'était au niveau de la semelle, mais moi, je sentais quand il pleuvait qu'elles étaient bien trouées, mes chaussures. Et que moi, je pouvais pas changer de chaussures comme ça. Parce qu'il fallait que je fasse avec. Et je ne pouvais pas demander à mes parents, voilà, je voudrais une paire comme ça ou comme ça. Donc là, je l'ai ressenti. Alors pourquoi? Parce que vous auriez pu, tiens, à 10 ans, vous êtes enfant, vous avez le droit d'être naïf, vous auriez pu te demander. Vous pressentez que c'est même pas la peine de demander? Non, j'avais bien compris quand même qu'il y avait. Alors on n'était pas riches, mais je pense qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas demander, parce que déjà. Vous sentez que vous les mettez mal à l'aise
parce que vous savez qu'ils ne pourront pas satisfaire votre demande. Oui, c'est ça. Je voulais pas les mettre mal à l'aise, je crois. Et puis, j'avais conscience déjà que m'envoyer dans une école privée, ça devait coûter de l'argent, et que déjà, il y avait un sacrifice qui était fait. Et donc, j'allais pas leur demander. Donc, j'ai rentré un petit peu ma déception, peut-être. Voilà. Et donc, voilà, au niveau des chaussures, là, c'est un truc qui a bloqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire que maintenant, c'est la seule chose que je m'accorde. J'achète toujours des chaussures de prix. Voilà, je me dis là, au moins, je suis bien chaussé, donc je suis bien dans mes bottes. D'accord, ça fait partie de votre histoire. Voilà, ça fait partie de mon Mais histoire. en revanche, est-ce que vos parents, eux, découvrent ce monde-là? Est-ce qu'eux viennent finalement dans le milieu que vous fréquentez? Ben non. Ils restent à distance? Je m'aperçois en fait qu'ils viennent quelquefois m'amener à l'école, enfin à l'école le dimanche soir, rarement d'ailleurs. Mais en fait, je m'en suis aperçu quand il y avait des rencontres parents-professeurs. En fait, mes parents, ou alors j'ai oublié, mais je pense pas que mes parents soient venus rencontrer les professeurs. Et ils disent quoi officiellement? Alors, je pense que voilà, on travaille, mon père travaille, il ne peut pas venir. Je pense que c'est ça aussi. Et puis, peut-être, maintenant avec le recul, je me dis que l'institution scolaire, quelquefois, vis-à-vis de personnes un petit peu qui n'ont pas les codes, ça peut être très violent de rencontrer les professeurs, celui qui sait. C'est intimidant? C'est intimidant. Et je pense effectivement que c'était une façon de ne pas être confronté peut-être à ça. Et d'une autre façon, alors c'est douloureux de le dire, mais d'une autre façon, au fond de moi-même, j'étais peut-être content qu'ils ne viennent pas. Pourquoi? Je sais pas, j'avais peur de... je voulais pas les montrer, mais de se dire, voilà, ils n'ont pas les codes, ils savent pas. Donc, et moi, je commence à savoir un petit peu. Et donc, j'avais peur qu'ils soient mal à l'aise. Qu'ils soient décalés? Voilà, qu'ils soient décalés et que je puisse avoir honte aussi de ça. Et donc, finalement, je me disais, bon, tant pis, c'est comme ça. Il y a un détail qui n'est pas un détail et qui dit beaucoup de choses, effectivement. C'est que dans votre milieu, à ce moment-là, vos parents n'ont pas forcément les moyens de se faire soigner, et notamment les dents. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai, ma mère avait des problèmes de dents et je sais qu'elle n'a pas pu se faire soigner, effectivement. Et là, je touchais du doigt, je trouvais ça comme une injustice. Parce que voilà, et quand il y a quelques années, on a entendu le terme de 100 dents, moi, ça m'a beaucoup touché, ça. Parce qu'effectivement, voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui aimeraient bien, parce que quand même le visage, c'est ce qu'on voit en premier, et qui ne peuvent pas, et donc voilà, ils font avec. Donc ils rentrent un petit peu la honte peut-être, ou la manière de se présenter comme ça, parce qu'il y a une impossibilité de se soigner. Et voilà, et ça, quelquefois, oui, c'est dur pour moi, parce que je le voyais chaque jour sur le visage de ma mère, ça. Donc voilà, ça c'est une chose qui m'a aussi marqué, et qui est assez douloureux pour moi. Est-ce que vous êtes isolé pour autant? Est-ce que finalement, vous arrivez à faire vous trouvez votre place parmi les... Oui, je suis arrivé à trouver ma place parce que d'abord, j'étais un bon élève. Et donc, finalement, dans les stratégies un petit peu de collégiens et tout ça, j'étais souvent la bonne réponse. Donc, ça vous donnez les réponses aux autres pour vous faire accepter? Souvent, je donnais les réponses aux autres. Donc, voilà, il y avait une façon de se faire accepter comme ça. Et puis, très tôt, effectivement, parce que je restais en pension au début en 6e tous les 15 jours, donc je ne rentrais pas chez moi. Eh bien, pour tuer le temps de ce week-end qui n'en finissait pas, je lisais énormément. Et je me souviens que le premier livre que j'ai lu, j'avais 10 ans et demi, c'était Le Rouge et le Noir. C'était dalle. J'ai rien compris, mais... Et vos parents, justement, parce qu'il n'y avait pas de livre à la maison, j'imagine. Non, il n'y en avait pas. Et donc, du coup, ils vous voient en train de lire, ils comprennent? Oui, ils comprennent parce qu'ils se disent, oui, finalement, voilà, c'est bien de lire. Alors ils disaient, mais pas trop non plus. C'est bien de lire, mais enfin, pour pas faire que lire non plus. Mais voilà, moi je lisais un peu comme tous les pensionnaires qui lisaient le soir avec la lampe de poche sous ses draps pour lire les livres. Quoi. Et alors, qu'est-ce que ce petit garçon trouve dans la lecture, justement? D'abord, je trouve tout un monde de possibles, de destins qui peuvent se réaliser et tout ça. Je me bâtis un imaginaire. Alors, évidemment, quand je lis Rouge et Noir à 11 ans et demi, je ne comprenais pas pourquoi Julien Sorel voulait à tout prix attraper la main de Madame de Rênal. Je ne comprenais pas trop. Bon, après, c'est venu après. Mais voilà, ça m'a donné un imaginaire, ce goût de la lecture, que j'ai toujours, évidemment. Et puis, cette envie aussi d'ailleurs, voilà, de découvrir d'autres horizons. Mais le ailleurs, il a quoi de plus? Le ailleurs, je crois que c'est une fin. Moi, j'ai toujours dit, alors présentement, mais à mes élèves aussi, les voyages, c'est un cheminement intérieur. Donc, il faut que vous alliez au bout de vous-même, et le voyage, c'est aussi une façon de cheminer à l'intérieur de vous pour vous trouver, peut-être. Et là, je l'ai vu, je l'ai touché du doigt à ce moment-là, dans les lectures en particulier, Jules Verne, par exemple. Alexia, qu'est-ce que vous entendez dans le témoignage de Jean-Pierre, qui est un écrivain, c'est un poète? Alors, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que finalement Jean-Pierre ressent la honte que pourraient avoir ses parents si jamais il lui faisait ressentir finalement qu'ils n'ont pas les moyens de peut-être s'occuper de lui
au maximum. Mais C'est-à-dire que quand on est enfant, parce qu'on croit toujours quand on est adulte que les enfants ne comprennent pas tout, et en fait les enfants sont très subtils exactement. et ils ressentent ce genre de choses. Ouais, les enfants sont très empathiques. Alors moi, ce que je perçois, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, Jean-Pierre, même, il est en train de vivre le rêve que ses parents veulent pour lui, en fait. Vous sentez une pression ou une attente de leur part? Ah oui, il y avait une attente, parce qu'effectivement, s'ils m'ont payé ces études-là, c'est pour que je réussisse. Je sais pas, et moi, je suis rentré là-dedans. Il fallait que je réussisse. Pour moi d'abord. Et puis pour eux, ensuite. Mais il fallait que je réussisse. C'était la seule voie de salut, on dira. Voilà. Tout ce qu'on raconte là, en fait, c'était dans la tête de cet enfant qui n'en parle à personne. Et au fond, la question, c'est est-ce que ce nouveau milieu dans lequel vous êtes vous rappelle d'où vous venez? Ah ben oui, bien sûr, par contraste. Effectivement, c'est pour la première fois, j'ai un milieu de comparaison, un sujet de comparaison. Et donc, je compare tout le temps. Et puis, quand on rentre le week-end, chacun de nos week-ends, il y a des camarades qui disent, tiens, moi j'ai fait ça, ou moi je suis allé là, ou je suis allé au spectacle, ou des choses comme ça. Moi, j'avais rien de spécial à raconter. Oui, j'étais chez mes parents, j'ai lu pendant 2 jours, et puis je suis rentré. Voilà. Et donc, c'est là, effectivement, qu'il y a d'autres expériences qui sont, j'allais dire, pas plus enrichissantes, autrement enrichissantes. Moi, la lecture, ça a été aussi une richesse. Mais oui, c'est là que tous les jours, on s'aperçoit qu'on est différent. Mais la différence, c'est aussi la richesse. Ça, c'est ce que vous savez aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des adultes, finalement, qui vont prononcer des mots dont vous vous souvenez encore aujourd'hui, qui vous rappellent d'où vous venez? Ben oui, et ça, c'est assez cuisant, d'ailleurs, parce que je devais être en première, je pense. J'étais délégué de classe. Et donc là, on était toute la semaine en pension, et on rentrait chez nous le week-end, et on n'avait pas de douche, on se douchait le week-end. Et comme au lycée, oui, il y avait des douches qui n'étaient peut-être pas en activité, on avait demandé de se doucher au moins une fois par semaine. C'est quand même la moindre des choses. Et à l'époque, les prêtres avaient dit, ben non, les douches, bon, c'est condamné. Et on avait monté, une petite fronde. Moi, j'étais délégué, j'avais dit, voilà, c'est pas possible, on est adolescents, on pourrait quand même se laver une fois. Et j'avais prévu d'écrire à l'évêque, puisque c'était une école religieuse. Et donc ça, évidemment, les prêtres ont mal pris. Quand on fait un peu de bruit comme ça, il faut que ça reste entre soi toujours. Quelques revendications. Voilà, des revendications. Alors je me souviens très bien du moment, parce qu'on était en études, c'était le soir. Et j'ai vu rentrer le directeur, le père directeur, et qui m'a demandé de me lever, donc voilà. Et qui m'a dit, voilà, vous avez écrit ceci, ça ne se fait pas. Et n'oubliez jamais que vous êtes ici par l'effet de notre grâce. Voilà, ce mot-là, je m'en souviens. Voilà. Et là, j'ai eu l'impression de recevoir une grosse gifle. J'ai compris très vite que finalement, ces prêtres, ils avaient un peu leurs pauvres. C'est-à-dire que mes parents ne payaient pas la totalité de la scolarité. En contrepartie, j'étais un bon élève. Donc voilà, on acceptait que c'était comme ça, je travaillais bien, mais il fallait quand même, en parlant grossièrement, que je la ferme. Parce que alors, si en plus je la ramenais, non, ça ne marchait pas. Et donc là, j'ai comme si j'avais été brûlé au fer rouge. Une humiliation? Ah oui, ça a été une grande humiliation. Et du coup, alors là, je l'ai fermé. Je me suis dit, bon, ok, il faut pas la ramener. Mais c'est très dur, ça. C'est très dur parce que ça se fait en public. Ça se fait en public, devant tout le monde. Moi, je suis un adolescent. J'ai 15 ans, je ne peux pas répondre. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Et en face, c'est l'autorité. Donc vous avez compris ce que ce prêtre Oui. voulait dire. Est-ce que vos camarades avaient compris? Je ne sais pas, mais je ne leur ai pas demandé. Je n'ai pas voulu creuser la question, moi j'avais compris. Alexia? Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Jean-Pierre, finalement, vous n'avez pas forcément une réaction de vos camarades, mais vous sentez le risque. Vous sentez la menace. S'ils s'en rendent compte, alors là, je vais vraiment être exclu. Là, je ne ferai plus partie du groupe. Et c'est vrai que la peur du rejet, c'est une peur qui est fondamentale. Hein. On est prêt à tout pour ça. Ouais. Finalement, vous allez même perdre cette place un peu de leader pour pouvoir vous fondre dans la masse, pour avoir le droit de rester... Oui, parce que moi, quand j'ai terminé mon collège, après le brevet des collèges, la question s'est posée à mes parents, est-ce que je continue mes études au lycée? Parce qu'au lycée, c'était encore plus cher. Et mes parents s'étaient posé la question. Je me souviens des discussions en disant, mais est-ce qu'on peut, est-ce que tu vas arrêter? Moi, je me souviens, j'avais pleuré en disant, mais non, mais moi, je veux continuer. Je veux étudier. Je me suis dit, mais si je m'arrête là, c'est la fin de ma vie. Si on me coupe la seule route qui me permette de progresser, je ne peux plus y arriver, là. C'est la seule voie que j'ai. Et si on me coupe ça, parce que voilà, c'est trop injuste. Parce qu'on ne peut pas... Alors, évidemment, on aurait pu dire, tiens, il a qu'à aller dans le public. Bon, c'était comme ça. J'étais dans le privé. Et donc, je pense qu'il y a eu cet arrangement qui a fait, et je me dis, voilà, l'école religieuse avait ses pauvres ou son pauvre, parce que, à l'occurrence, c'était moi. Et donc ça, je le vis encore de manière douloureuse. Aujourd'hui Ça, encore? Oui. Quand j'en parle, ça me touche, ouais. Ça vous rappelle l'émotion de l'époque? Ah oui, ça me rappelle l'émotion de l'époque. Et je me dis qu'avec des mots, quelquefois, un adulte peut être extrêmement, je ne dis pas destructeur, mais extrêmement violent avec un adolescent. Donc ça aussi, j'ai appris à mesurer mes mots maintenant que je suis grand.
vis-à-vis des jeunes et des élèves. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne dira pas un élève t'es nul. Moi, je dirais jamais ça. Parce que quelquefois, ça peut être destructeur. Des années plus tard, on s'en Des rappelle années encore. plus tard, hein, bien sûr. Bah oui, moi je m'en souviens encore, bien sûr. On va voir tout à l'heure justement quel type d'études vous avez fait, est-ce que le décalage s'est encore accentué et puis ce que ça a fait de vous aujourd'hui. Marc, si on parle de la petite enfance, du milieu d'où vous venez, vos parents font quoi à ce moment-là quand vous êtes petit? Alors quand je suis petit, ma mère travaillait à la poste et mon père décharge ou récupère les cajots dans le marché de la ville à Bordeaux. Et après, il a évolué dans sa vie quand même. Mais on était vraiment, on va dire, en bas de l'échelle au niveau, on va dire, de Mais la... comment le petit garçon que vous êtes le sait ça? Non, alors ça, on s'en aperçoit quand on commence à grandir, plutôt vers l'âge de je dirais, 8-10 ans. On revient Qu'est-ce que vous notez? C'est pareil, c'est les chaussures, les tenues, les voitures, la maison. C'est enfin, vous qui remarquez, l'environnement. on vous le dit? Non, vous le remarquez tout seul, parce que quand vous voyez les copains qui sont amenés à l'école par leurs parents dans une Mercedes ou dans une jolie Peugeot, même toute neuve, enfin, donc vous voyez de suite le voisin qui a des jolies tenues de sport, vous arrivez au football avec des affaires qui sont vieillissantes, et les autres, ils ont les derniers cris de chaussures, enfin bon, et quand le sac à l'école, vous le changez pas chaque année, alors que tout le monde le change, enfin, il y a des petits trucs comme ça. Donc ça nous mettait un peu la hargne. C'est ça, mais l'enfant que vous êtes se dit quoi à ce moment-là, vous vous rappelez? Ah ben, je me disais, moi, quand je serai plus grand, je m'achèterai des jolies chaussures, une belle maison, une belle voiture, enfin voilà, c'est ma Ça vie. provoque une réaction, c'est-à-dire c'est Déjà, ça non-acceptation de prépare la le situation. terrain. Ça prépare le terrain parce qu'après, si vous voulez, à 13 ou 14 ans, dès que j'ai arrêté l'école, là, en fermant les yeux, je voyais déjà ma vie, quoi. Et je voyais déjà que j'aurais des restaurants avec des panneaux, de la publicité à côté. Enfin, c'était flou, mais je voyais déjà ce que j'allais faire. Des images. Donc c'est intéressant, on va voir avec Alexia de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, vous ne l'acceptez pas, et donc vous êtes en train de fabriquer quelque chose d'autre. C'est ça. Donc il y a l'idée de fuir cette sensation. Et ces sentiments-là, cette sensation, c'est quoi qui va provoquer ça justement chez vous? C'est juste l'analyse de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de voir les gens autour qui ont des moyens supérieurs aux vôtres. Et ça vous donne... Ça donne une sensation d'injustice pour l'enfant que vous êtes? Une injustice, non, parce que honnêtement, quand je voyais ma mère, comment on vivait, comment il travaillait, tout ça, non, je pensais que j'étais en bas de l'échelle et qu'il y en avait qui étaient plus haut sur l'échelle, tout simplement. Et on était dans un milieu où je me suis dit, si je peux faire beaucoup mieux, ça sera quand même mieux. Donc voilà, et donc moi j'ai toujours eu par principe... Mais mieux, c'est la question de l'argent? Oui, mieux, c'est automatiquement l'argent, entre guillemets. Quand vous voulez une plus jolie maison, une plus jolie voiture, des plus jolis habits, des plus jolies chaussures, ça coûte un certain prix. Donc, automatiquement, on est dans une société de consommation où il faut travailler pour pouvoir consommer. Et plus vous travaillez bien, et plus vous gagnez bien votre vie, entre guillemets. Même si après, on s'aperçoit que l'argent ne fait pas le bonheur et que vous pouvez être dans un petit studio avec votre femme et vos 2 enfants avec une omelette et une salade et être très heureux. Il faut quand même le dire aux gens parce que ça, c'est vrai. Mais Jean-Pierre a parlé effectivement de cette sensation très particulière où à un moment donné, ça le rendait presque vulnérable. Est-ce que je peux C'est le utiliser mot, ce mot vulnérable. Et est-ce que vous avez senti cette vulnérabilité à un moment donné ou est-ce que ça a tout de suite provoqué une niaque? Alors moi j'ai toujours été un leader à l'école, j'ai toujours été un leader, j'ai toujours voulu être premier, même si j'étais mauvais dans la discipline, j'ai toujours essayé de me débrouiller pour être dans les premiers, quoi. Bon, après l'école, j'aimais pas trop ça, j'ai juste appris ce qu'il fallait pour écrire sans faire de fautes ou très peu, et j'ai appris à compter les bases qui me permettent aujourd'hui de faire et de réussir ce que je fais, mais par contre, bon, je ne parle pas l'anglais, me posez pas d'histoire, faites des questions sur l'histoire de France ou l'histoire du monde, j'aurais du mal à vous répondre, il faut être honnête, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce que vous cherchez, c'est finalement avoir plus de moyens, donc plus de liberté. C'est-à-dire, l'argent, c'est aussi une manière de contrôler sa vie, de moins de subir. pas être voilà, de pas être C'est ça subi. Ouais. Parce qu'en fait, l'enfant, on est encore une fois, on est sur les fondements, d'accord, de ces sensations d'enfant, et on va voir que ça provoque des choses différentes. Et la question, au fond, c'était cette idée de se dire, je grandis dans un environnement. Quand on grandit, on n'a pas de point de repère, parce qu'on ne grandit que dans une histoire. Et à un moment donné, on va voir ce que ça peut provoquer. Donc là, on a raconté quelque chose, effectivement, avec Jean-Pierre, où ça peut provoquer de la vulnérabilité, où il y a la sensation de vouloir protéger ses parents, donc de ne pas leur en parler, parce que vous ne leur parlez pas de ces sensations. vrai. Vous en parlez à vos parents, par Non, exemple? très peu, Vous dites très un peu. jour, je serai... Ah, mais quand je disais à ma mère de me poser les pas, je lui disais pas parce que la voiture était pourrie. Je dis non, mais laisse-moi là. Mais elle me dit, mais je tourne, je passe devant. Parce qu'elle tournait, je descendais au feu quand même. Je dis non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Alors, J'aime bien marcher. pourquoi Après, cet enfant que vous êtes dit ça après à je ce moment-là? lui ai dit. Pourquoi mais cet enfant, si on revient sur Parce cette... que on cet ne veut pas enfant- faire mal à ses parents, on ne va pas leur dire attends, ta voiture elle est pourrie, ils ont tous des jolies voitures, c'est pour ça que je te demande de me laisser là, quoi. J'avais honte qu'elle me pose devant l'école. Jean-Pierre, donc on voit que vous partez d'une situation qui se ressemble, puisque vous avez employé voilà, vous dites non, dépose-moi à 200 mètres parce que vous l'avez lâché, ce mot honte, au fait. À un moment donné, l'enfant que vous êtes,
ressent de la honte, ne va pas le formuler pour pas blesser les parents. Et puis d'un coup, ça va provoquer une sorte de niaque dans les deux cas d'ailleurs. Hein. Ça passe par les études et vous, c'est la question de l'argent. C'est deux choses différentes. Ça montre bien qu'on peut réussir sans avoir fait d'études, en partant d'un milieu très, très défavorisé. Et ce qui est important pour moi, si je viens à des émissions comme ça, c'est pour essayer de donner le déclic à des jeunes qui se disent « Ah, mais on me dit qu'on prête qu'aux riches, qu'il n'y a que les riches qui réussissent. » Non, je dis, vous avez la preuve vivante sur ce plateau, je ne suis pas tout seul, qu'on peut réussir en partant de rien. Vous êtes dans le conseil. Vous avez absolument besoin de transmettre ce que vous avez vécu. Oui. Alexia, juste... Oui, c'est intéressant cette question de fierté en fait, parce qu'on voit bien qu'il y a deux mouvements qui se produisent, c'est-à-dire soit on est écrasé par cette notion de honte, ou soit justement on est dans l'affirmation de soi, on cherche à exister. Mais c'est vrai que ce mouvement entre la fierté et la honte, il est assez intéressant en psychologie, c'est-à-dire parfois c'est même le milieu qui dit tu nous fais honte, c'est-à-dire non, n'existe pas tel que tu es. Mais voilà, pour pouvoir se sortir de ce sentiment de honte, c'est important d'affirmer qui on est, finalement de le revendiquer, quitte à exister. La fierté, finalement, c'est d'être là où on ne vous attend pas. Là où, normalement, vous ne devriez pas être. Oui, tout à fait. Et surtout, c'est Quand pas ne une vous question... interdisent rien. C'est pas une question financière, puisque je vous dis, moi, demain, ça ne me gêne pas de tout perdre, vous voyez, parce que je sais comment me faire pour recommencer. Donc, on peut mettre un slip au milieu de la route dans 2 ou 3 ans, vous verrez, bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai pas peur, et c'est parce que j'ai pas peur que je réussis de grandes choses. Bon, En tout cas, dans votre monde à vous, il y a des gagnants et des perdants. Oui. Et vous, Oui. vous avez décidé d'être un gagnant. On essaye, bien sûr. Bon, Jean-Pierre, un mot sur cet échange, parce que je vois que vous n'en pensez pas moins. Vous dites rien, mais vous n'en pensez pas moins. Oui, non, mais moi, je divise pas trop le monde en gagnant et en perdant, hein, parce que bon, il y a des fois des perdants magnifiques aussi. Hein. Le monde déjà est compliqué. Alors, moi, ce que j'essaie de... Alors là, pour le coup, je parle de présentement, puisqu'on parle de la réussite. De montrer à mes élèves, d'abord, que la réussite, elle est interdite à personne. Jamais. Qu'il y a différentes voies de la Ça, réussite. vous êtes d'accord. Que elle peut être financière, elle peut être de notre nature. Sportif. Moi, je prends un exemple. J'ai eu comme élève, il y a assez longtemps maintenant, un cinéaste qui s'appelle Jamel Ben Salah. Il a été mon élève en première et en terminale. Et quand il a commencé à me parler de son désir de faire du cinéma, je l'ai encouragé. Je lui ai dit, vas-y, fais du cinéma. Hein. Et alors, on s'est revus après sa réussite. Et il me disait, tu vois, tu as été le seul professeur qui m'a dit, vas-y, il faut rien s'interdire. Hein. Donc c'est ça, essayer de donner à chacun les moyens de se réaliser. Alors après, ça peut être financier, bien sûr. Surtout de vivre sa passion. De vivre sa passion. En tout cas, ce que je retiens surtout, c'est avoir du libre arbitre, ne pas subir, au fond, sa condition sociale, puisque c'est de ça qu'on parle. Natacha, donc dans votre histoire particulière, est-ce que dans votre histoire personnelle, est-ce que vous avez le sentiment, enfant, de découvrir qu'il y avait d'autres milieux que le vôtre ? À quel moment vous découvrez ça ? Oui, effectivement, car comme eux, on m'avait mis dans une école privée. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu sentir qu'il y avait... Là, vous êtes enfant ou adolescente ? enfant, à l'école primaire. Et, donc, si on se met dans la tête de cet enfant, c'est quoi les signes qui vous font découvrir que sur Terre, il y a d'autres milieux que le vôtre ? Alors à l'école primaire, j'avais pas vraiment remarqué parce que c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas trop cette notion de l'argent, cette notion de mode, tout ça. Donc je l'ai vraiment ressenti au collège, car c'est vraiment à partir de ce moment-là où il commence à y avoir ces effets de mode, changer de sac toutes les années, avoir des chaussures de marque, même ça va même jusqu'au stylo. Et puis quand on n'a pas ce truc dernier cri, on n'est pas au top, on est un peu délaissé. Donc Alors, ça, c'est la peur. On a peur d'être délaissé ou on est vraiment délaissé ? Un peu des deux. Ça dépend. Après, je pense qu'on fait chacun notre petit chemin dans le groupe d'amis qu'on choisit. Donc ça dépend. Pas tout le monde... Vous vous rappelez d'une remarque désobligeante, par exemple ? Jean-Pierre était ému encore aujourd'hui de se rappeler de quelqu'un qui lui rappelait sa condition. Est-ce que vous vous rappelez de quelqu'un, un adulte ou un enfant, qui va vous rejeter, vous exclure ? J'ai pu le sentir par certains professeurs qui favorisaient des élèves, mais je ne comprenais pas trop pourquoi. J'ai compris bien plus tard. Vous avez compris quoi plus tard ? J'ai compris que c'était des fils d'eux. Donc, notable. Oui, je savais de personnes importantes, donc j'avais pu comprendre ça plus tard. Et ensuite, oui, des remarques de copines. Mais quel genre de remarques une copine peut faire pour vous faire sentir qu'effectivement, il y a différents groupes sociaux, il y a différents milieux ? Par rapport à la mode, parce que
moi, je vivais seule avec mon père. Ma mère était décédée, donc j'avais pas une femme qui s'occupait de moi pour bien m'habiller, bien me coiffer. Alors parfois, j'avais pu remarquer que j'étais pas à la mode comme il fallait, donc on me le faisait comprendre. Qu'est-ce que vous ressentiez quand on vous le faisait comprendre? Je me sentais blessée, parce que déjà que chez moi, ça allait pas trop, ça a été davantage à l'école. Et c'est vrai qu'après, ça peut aller jusqu'à même un rejet de l'école quand on se sent blessé, délaissé par les autres. Alors je me sentais tellement mal que je faisais des cauchemars où je m'imaginais, dans mes cauchemars, j'étais en pyjama au milieu de la cour, on se moquait de moi. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'il y avait des décalages et je me suis dit, bon, bah, pour se faire accepter, il va falloir être à la mode, il va falloir suivre les codes. Vous vous rappelez d'une amie que vous avez qui n'est pas du même milieu que vous, et vous vous rappelez finalement de sa mère qui n'avait pas l'air de trouver ça convenable. Oui, j'avais une meilleure amie qui venait d'une famille aisée et on était très proches. Et je l'invitais chez moi, elle m'invitait chez elle et elle habitait dans une très belle maison avec une piscine à débordement. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire quand vous avez découvert cet univers-là? Qu'elle avait de la chance, mais c'est pareil, j'avais pas tellement la notion de tout ça encore, mais je l'ai compris plus tard quand elle m'a plus parlé du jour au lendemain. Et j'ai pas compris pourquoi pendant quelques années. Et puis plus tard, j'ai entendu dire que par une amie qu'on avait en commun, que sa mère lui avait interdit de me parler. Et donc j'ai dû en déduire que certaines personnes pouvaient mettre un décalage en fonction de la classe sociale où on pouvait être. Jean-Pierre, donc quand vous finalement vous continuez vos études, donc cet enfant qui est né dans un milieu pauvre, qui a cette sensation-là, à qui on va rappeler d'où il vient parfois, donc c'est fragilisant ce genre de choses, et en même temps vous allez faire des études à Sciences Po, et donc les sciences politiques, et alors là pour le coup vous n'êtes pas très nombreux à venir du même milieu. Non, je ne crois pas que je dois être le seul, sans doute. Vous êtes à Toulouse à ce moment-là, à 200 km de chez vos parents. Voilà, donc là, de nouveau, je suis éloigné, mais bon, j'avais l'habitude d'être éloigné de mes parents. Donc là, je me retrouve en cité universitaire et je fais ce qu'on appelle maintenant un double cursus, c'est-à-dire du droit et sciences politiques. Alors, autant en droit, bon, c'était déjà assez mélangé, on ne voyait pas de différence. Mais sciences politiques, là, je suis rentré dans, on dirait un sociologue, un biotope très particulier, où là, effectivement, il y avait des fils d'eux. Des fils de diplomates, des fils de hauts fonctionnaires, de PDG, auxquels moi, j'avais jamais été confronté à ce niveau-là. Et quand vous êtes confronté... Voilà, et là, alors là, j'ai pas perdu pied parce que je me suis raccroché encore à mes études. Mais quand il s'était agi, par exemple, d'aller dans des soirées, moi, d'abord, j'ai renoncé à aller dans des soirées. Parce que vous refusez les invitations? Oui, parce que... Pourquoi? Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Je ne savais pas danser déjà, donc je ne savais pas ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait mettre comme habit. Et puis voilà, un petit détail idiot, mais on buvait du whisky. Alors moi, je me suis forcé à boire du whisky parce que ça faisait mieux que boire de l'anisette, de boire du whisky. Mais en fait, j'ai horreur de ça, finalement. Mais je me souviens qu'un jour, il y a une personne qui avait commandé du gin, alors du gin fizz. Alors moi, je savais ce que c'est que le gin. Je demande c'est quoi le fizz. Alors tout le monde a rigolé en disant voilà, le fizz. Donc je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Et quand les gens rient, vous ressentez quoi, justement? Je sais pas, ce sont des détails, mais regardez des années plus tard, vous vous rappelez de ces détails? Oui, parce que je me sens tout bête. Sinon, mais si c'était nul, quoi, tu aurais dû savoir que voilà, c'était ça. Donc ça agit sur l'estime de soi? Oui, ça agit sur l'estime de soi. Alors je me suis dit, je vais pas encore m'afficher dans des soirées où je connais rien, où je ne suis jamais allé au sport d'hiver, je sais pas faire du ski, je sais toujours pas nager, encore. Aujourd'hui? Maintenant, oui, ça y est, je nageais. J'ai appris là, d'ailleurs, tout seul. Je suis lancé à la piste, je me suis jeté à l'eau, c'est le cas de le dire. C'est malin. Je me jette à l'eau, voilà, et j'apprends à nager. Bon, donc j'ai appris à nager tout seul. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça, parce que personne ne m'a appris, et que je suis dans un milieu où tous ces gens ont ces codes. On ces codes de réussite, déjà, on ces codes d'entre-soi. Voilà, c'est un mot maintenant que je commence à connaître, l'entre-soi. Ils sont entre soi, et moi, je ne fais pas partie de cet entre-soi. Et votre attitude, c'est quoi? C'est de faire tout discret? C'est de se faire discret et de me dire, voilà, travaille. À un moment, tu finiras, non pas par appartenir à leur monde, c'était pas mon problème, mais de réussir, donc les études, et ensuite d'avoir un emploi, je ne savais pas trop lequel encore, mais pour moi, c'était réussir et bien réussir. Donc c'était ça. Et la reconnaissance, elle est venue par mon travail,
et par les résultats de mon Et travail. dans cette période-là, puisque c'est une situation un peu difficile à vivre, vous vous réfugiez dans quoi? Dans l'imaginaire? Oui, c'est ça. Dans la lecture encore. C'est la lecture, c'est l'étude. Voilà, c'est le cinéma. Parce que j'aime beaucoup le cinéma. Je découvre aussi le cinéma. Hein. Et donc, voilà, c'est une découverte un petit peu comme ceux qui apprennent par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils découvrent plein de choses et ils veulent tout savoir. Et donc, j'allais énormément au cinéma. Je me disais, mais je sais pas ça. Comme s'il fallait que je rattrape des choses. Donc, un sentiment d'avoir des lacunes. Voilà, c'est ça. Je voulais pas avoir de lacunes. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas été au cinéma avec mes parents à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans pour voir les dernières sorties. Non, j'ai jamais eu ça. Je vais essayer de rattraper ça. Voilà, essayer de me faire ma culture propre. Et voilà, donc là, j'ai tout fait. Est-ce qu'on raconte aujourd'hui, là, est-ce qu'à ce moment-là, vous le partagez avec quelqu'un? Non, je crois que non. Cette sensation? Non, je le partage pas. Non. À l'époque, non, j'étais assez solitaire, effectivement. Maintenant, oui, maintenant, je vais le partager. Et c'est mon rôle de faire partager à tout ça. Mais à cette époque-là, non. J'essaie de m'en sortir moi-même par la culture, parce que la culture, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, je crois. Et parce que ça rend libre. Ça rend libre de ses choix, ça rend libre de sa démarche dans la vie. Hein, parce qu'on peut choisir en connaissance de cause. Et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, la culture rend libre. Donc, allez-y, et je vous nourris et prenez. Et d'ailleurs, je me retourne vers vous, Marc, parce que vous pourriez dire la même chose en disant, moi j'ai eu la sensation que l'argent rendait libre. Parce que du coup, on ne subit pas. Dans les deux cas, c'est une question de liberté de ne pas subir. Oui, disons que ça découle de la réussite, l'argent. Mais je pense pas que ce soit l'argent. Enfin, je suis même sûr que ce soit pas l'argent, puisque au début, même si je me suis installé jeune, à 20 ans, de suite, j'ai senti cette liberté, quoi. Et ça n'a pas de prix, quoi. Il y en a plein, d'ailleurs, qui le disent chez les entrepreneurs, les commerçants. Et avant tout, il y en a qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils disent, mais au moins, je suis libre. Ça, c'est cette liberté, je crois qu'elle n'a pas de prix. Il y a des gens qui préfèrent gagner moins en étant leur propre patron qu'aller travailler chez des gens où ils seraient peut-être mieux payés. Donc, vous voyez, je ne crois pas que ce soit qu'une question d'argent. Moi, ce n'est pas une question d'argent, au départ, loin de là. Et même aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question plus de réussite et de reconnaissance de ma réussite. J'entends, et c'est pour ça que je rebondissais sur le mot liberté, parce que j'ai la sensation que c'est de ça que vous nous racontez. En fait, par rapport à ce que disent les invités, ce qui est intéressant, c'est aussi cette notion de, comment dire, on dirait qu'ils doivent être en observation. C'est comme s'il y avait une phase d'apprentissage. Donc finalement, dans les trois cas, on dirait que vous ne pouvez pas être complètement vous-même. Enfin, il faut d'abord être comme une éponge, il faut d'abord bien savoir se comporter pour pouvoir ensuite s'autoriser à être soi-même. Vous êtes d'accord avec ça, Natacha? En fait, on part à la quête de soi, on découvre d'autres milieux, on recherche des parties qui manquent en nous, qu'on ne retrouve pas forcément chez nous. Donc il faut qu'on parte à la quête de soi à travers un apprentissage par des expériences. Le fait d'aller à droite, à gauche, ça nous permet de voir que ça ne nous convient pas, que ça ne nous correspond pas, et puis à travers ces expériences, on apprend aussi de nos erreurs, des erreurs des autres, et on prend une partie de chaque chose qu'il y a autour de nous pour s'accomplir. Vous allez continuer, donc le lycée, et puis à un moment donné, vous allez continuer à faire des études, et pour financer ces études, vous allez trouver un job. Vous êtes dans le sud de la France, et ce job, et c'est pas anodin, vous le trouvez à Saint-Tropez. Vous êtes serveuse à ce moment-là. Voilà. Et alors là, il y a un grand écart. Vous découvrez un autre milieu, et c'est dans ce milieu-là que vous allez devoir presque créer un autre personnage. Mais on va dire qu'il y a des milieux propices au fait de vouloir se montrer. Donc, et pour vouloir se montrer, il faut comme dirait Baudelaire, se dorer pour se faire adorer. Donc, il faut mettre des choses, et notamment des marques de luxe. Et par exemple, pour donner un exemple, vous vous rappelez de vous à ce moment-là, on verra ce que vous en pensez aujourd'hui, d'accord? Mais à ce moment-là, vous vous rappelez de vous dépensant tout un salaire pour un sac à main. C'était possible, ça? Oui, et c'est vrai que... Et vous vous sentez comment avec ce sac, justement? Qu'est-ce qui procure comme sensation? Alors, sur le moment, je me sentais un peu acceptée dans ce milieu-là grâce à mon sac. Est-ce que c'est dans votre tête ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est formulé par les autres? Oui, à ce moment-là, je pensais que c'était un pass VIP, on va dire, pour fréquenter ces lieux-là, pour pas que les autres se moquent de moi, mais être admirée par les autres filles. Et j'étais contente quand on me disait qu'il était beau, mon sac, que je voyais qu'on m'admirait pour mon sac, finalement. Alors vous dites ça en levant les yeux au ciel aujourd'hui. Pourquoi vous levez les yeux au ciel aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que, par mon expérience justement dans ce milieu-là,
en ayant vu les gens autour de moi, en me retrouvant dans ces endroits et en regardant. Je me retrouvais là au milieu de ces endroits et je regardais les personnes et je voyais qu'elles n'étaient pas forcément heureuses. Je regardais des hommes qui avaient la quarantaine, qui se retrouvaient en boîte de nuit seuls, des femmes qui étaient prêtes à tout pour se faire remarquer, mais qui ressemblaient pas forcément à ce qu'elles montraient. Et j'ai pu voir des gens tomber dans la drogue, d'autres perdre leur dignité pour être prêts à tout pour se faire accepter là-dedans, et pour au final ne pas rendre heureux, parce que j'ai pu voir autour de moi que ça ne rendait pas ces personnes-là heureuses. Et donc j'ai eu un déclic. Et puis, C'est un déclic ou c'est progressif? Vous vous rappelez d'un jour particulier où vous êtes devant la glace et vous dites mais n'importe quoi? J'ai eu un déclic quand on a commencé à se poser des questions sur moi, en me disant mais qu'est-ce que tu fais là, t'es pas comme ça, surtout ma famille qui a pu me dire ça. Et puis surtout, du coup, je me retrouvais dans un milieu qui ne me ressemblait pas. Et en me regardant dans le miroir, je me suis dit, mais oui, je suis pas comme ça. Et puis j'ai pu voir de mes propres yeux que ça rendait pas heureux. Et je me suis dit, mais c'est l'accomplissement personnel qui rend heureux. C'est pas toutes ces futilités, parce que c'était que des moments éphémères, c'est que de la poudre aux yeux, c'est que des choses qu'on ne peut pas attraper. Et je me suis rendu compte, et aussi grâce à l'écriture, en faisant une thérapie grâce à ça, en m'analysant, en psychanalysant, que c'était pas ça qui allait me rendre heureuse et qu'il fallait qu'à ce moment-là précis, j'en prenne conscience pour pas me retrouver comme ces hommes ou ces femmes de 40 ans. Seul en boîte de nuit. Moi, ça me rappelle une petite anecdote. Quand j'ai commencé à réussir à l'âge de 20-22 ans, je fumais pas du tout le cigare, mais on voyait tous les gens riches qui achetaient des gros cigares. Donc, je me suis acheté 3-4 gros cigares. J'en ai fumé un, j'en ai fumé deux, puis je me suis dit, mais t'es vraiment idiot. Tu vas pas te forcer. Je trouve pas ça, c'est très Donc bon. c'est la prise de conscience. Mais qu'est-ce qu'il y a Oui, derrière l'achat mais du c'est un peu cigare? l'histoire. Mais non, mais c'est parce que c'était l'image du gars qui avait le gros cigare, qui avait réussi dans la vie. Donc je me suis dit, mais attends, t'es quand même pas, t'es pas plus imbécile que ça, quoi. Je n'ai même pas fumé les deux derniers, j'ai donné à quelqu'un, j'ai jamais refumé le cigare. Alors effectivement, ça vous avez... quand même pour présenter bien, pour essayer de se propulser à un niveau que t'avais pas et que moi j'avais pas encore non plus. Mais vous voyez, je pense que c'est une réaction humaine un peu. Donc c'est pour ça que je sais pas si c'est un rapport. C'est Alexia qui peut le dire. C'est l'idée de quoi, de sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'entends derrière tous ces discours, c'est finalement, il y a quand même une demande d'amour, au final. Hein. C'est quand même, est-ce qu'à un moment donné, je serais digne, finalement, de faire partie d'un monde, de faire partie d'une société. Donc là, on n'a pas d'exemple sur ce plateau, mais c'est vrai que même par rapport à tout ce qui est ethnique, malheureusement, il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire, il y a un idéal social. Il faut être comme ci, comme ça, avoir tel signe extérieur de richesse, de culture. Donc finalement, il y a une bonne partie des gens qui se retrouvent pas là-dedans, en fait. Et c'est ça qui est important dans le message de Jean-Pierre, c'est aussi... On peut tous faire partie finalement de cette élite-là, mais il faut sortir de... Mais avant d'arriver justement à la maturité que vous avez tous aujourd'hui, effectivement, et à ce message, donc il y a plusieurs étapes. Il y a la première, c'est se rendre compte qu'il y a d'autres univers que le nôtre. Ensuite, je me rends compte qu'il y a cette sensation, on l'a dit, de vulnérabilité, parfois d'humiliation, ou parfois de honte. Ensuite, l'envie d'appartenir à un autre milieu par des artifices, donc prétendre en fait, hein, on prétend avec un sac à main. Et puis alors, dans votre cas, vous allez découvrir un autre milieu. Là, on l'a vu à Sciences Po, vous découvrez d'autres gens, puisqu'effectivement, vous allez vous lancer et vous êtes fait pour ça, et vous allez lancer dans la restauration et je ne sais pas si vous dites faire fortune, je ne sais pas quel est le vocabulaire que vous utilisez, mais en tout cas, vous allez réussir, pour reprendre vos mots à vous. Ce que je veux comprendre, c'est vous découvrez un autre milieu, à ce moment-là, vous découvrez d'autres gens. Alors on découvre d'autres gens, on découvre d'autres codes, on découvre au niveau vestimentaire, au niveau de la façon de parler, Façon de parler, donnez-moi un exemple. Bien sûr, c'est-à-dire tout simplement quand vous commencez à aller voir des banquiers pour leur demander des millions d'euros, il vaut mieux éviter de parler comme le petit jeune de banlieue qui arrive en disant bon, moi j'ai eu la chance, je suis tombé sur un banquier, il m'a reçu les deux pieds sur la table, on m'offre un café. Il a bu mes paroles et il m'a suivi, donc bon, tant mieux. Mais en fait, j'étais quand même en costume. Donnez son adresse, s'il vous plaît. Donnez son adresse. Oui, il est en retraite. Donc, du coup, on dit un autre milieu, donc ça veut dire quoi? On change de code vestimentaire, on change de vocabulaire? Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, moi j'essaie de rester simple. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en jean. Enfin, j'essaie de rester simple parce qu'aujourd'hui, on va dire, l'évolution de la fille a fait qu'on peut être PDG d'un gros groupe ou en jean et en basket, quoi. J'ai pas mis les baskets, mais j'ai failli. Mais bon, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était pas possible, quoi. Déjà en discothèque, vous
rentriez pas en jean. Alors, un PDG en jean, ça n'existait pas. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on peut être cool tout en réussissant. Et au contraire, ça... moi, j'ai des franchisés qui arrivent en costume, cravate, tout ça. Et quand ils découvrent, ils me disent rien. Mais après, quand je vais les voir sur leur site, dès qu'on avance avec les architectes et tout, ils me disent, Monsieur Vadov, qu'est-ce que j'ai apprécié, vous êtes cool, vous êtes simple, vous êtes... Et donc là, ils me reçoivent simplement, je les remets à leur niveau, ils sont contents de se mettre, on est au même niveau, quoi, tout simplement. Et donc, ça me rappelle des anciens codes, mais que les gens ont gardés quand ils vont voir une personne importante et qu'ils viennent défendre leur dossier. Donc voilà, on se met en costume et on essaie. Alors qu'aujourd'hui, même... si je devais aller voir un banquier pour des dizaines de millions d'euros, j'irais le voir comme ça, quoi. Je ne mettrais pas un costume cravate parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir de l'antériorité et de m'appuyer sur des valeurs qui font que le banquier ne va pas regarder ma tenue, il va regarder mon parcours et il va m'écouter, mais il va surtout regarder mon parcours. Donc c'est différent. Mais au début, pour avoir l'argent, il vaut mieux être bien habillé, parler comme il faut. Et quand vous êtes invité dans les soirées, je suis un peu comme Jean-Pierre, j'y vais pas. Parce que moi, tous ces gens-là qui arrivent... Si vous voulez, l'héritage... Pourquoi Non, parce que les 3/4 des gens qui sont riches, c'est souvent un héritage familial. Et nous, on est à peu près 20%, c'est 80-20. Il y en a 20% qui arrivent de nulle part et qui réussissent. Et quand je suis au milieu de ces gens-là, moi, je ne me reconnais pas. Par contre, En quoi vous ne reconnaissez pas? parce que quand je commence à parler avec eux, je comprends vite qu'ils n'ont pas fait fortune tout seuls. Par contre, quand j'en rencontre un comme moi, mais on se comprend de suite. C'est incroyable. Ça, on le voit de suite. Et là, je récupère les 20% dans les 100%, mais il y en a 80%. C'est de famille en famille, c'est de l'immobilier, c'est une grosse entreprise. Et ça veut dire quoi? Vous n'avez pas les mêmes conversations, le même centre d'intérêt ou le même tempérament? Non, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Moi, la plus grande chance de ma vie, c'est toute la malchance que j'ai eue. Eux, ils n'ont jamais eu de malchance, à part des fois sa femme qui l'a quitté. Mais enfin, bon, ça arrive à tout le monde. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ce que j'ai vécu. Et par contre, moi, je comprends tout à fait ce qu'ils n'ont pas vécu. Donc, automatiquement, il y a un fossé. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas que vous avez vécu? Mais parce que il faut, vous savez, c'est au fond du trou qu'on voit vraiment si vous êtes quelqu'un. Ces gens-là, si j'ai mis au fond du trou, mais je suis sûr qu'il y en a 80%, on en revient, qui restent au fond du trou. C'est votre fixette, ça. Non, mais ils restent au fond du trou. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le truc. Donc, quand vous commencez à parler, vous en rendez compte. Mais quand vous dites ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on vient de se raconter? C'est-à-dire quand vous dites ils n'imaginent pas ce que j'ai vécu, ça veut dire quoi? Ils n'imaginent pas toutes les galères que j'ai vécues pour arriver où je suis arrivé, parce que on a l'impression que tout est facile. Non, mais c'est dur. Il ne suffit pas de dire, voilà, je suis parti de rien et j'ai réussi comme la fleur au fusil. Non, c'est le parcours du combattant. Il faut quand même le dire aux gens, quoi. C'est pas aussi facile que si tu tombes dans une famille où le père te fait un chèque pour prendre ton premier restaurant ou t'en acheter 10 d'un coup. Jean-Pierre, une réaction? Oui, je voulais une réaction à propos de la violence sociale. Là, je travaille pour le dernier voyage là, au Gabon avec un grand chef franco-africain, qui est un petit peu un des leaders du Top Chef en Afrique et qui a pas mal de restaurants et puis des restaurants parisiens. Loïc Dablé, voilà, pour dire son nom. Et je l'ai invité un jour au lycée pour qu'il parle un petit peu de sa réussite. Alors au lycée, vous êtes professeur? Voilà, où je suis professeur, donc au lycée Paul-Éluard. Et ce garçon, pareil, il a fait très très peu d'études. Très peu d'études, ça s'est très mal passé. Donc ce qui l'a sauvé, c'est ce CAP de cuisine, où là, tout d'un coup, il a trouvé finalement sa voie. Il a travaillé, il est devenu l'homme qu'il est maintenant, avec une énorme réussite. Il vient au lycée, et en fait, je l'attendais dans ma classe, et il était à l'entrée du lycée, parce qu'il n'osait pas rentrer. Et je dis, mais pourquoi tu rentres pas? Il me dit, tu sais, pour moi, Paul-Éluard, c'est le grand lycée. Moi, j'étais allé lycée pourri, j'ai échoué, et voilà, j'attendais que tu viennes me chercher. Et il était très ému quand il s'adressait aux élèves. Je pensais qu'il allait leur parler. Il me dit, qu'est-ce que je vais leur dire, là? J'ai dit, je sais pas, tu as réussi. Effectivement, il a réussi, mais c'était encore cuisant pour lui. Et ce qui vous touche, c'est quoi? C'est que cet être humain qui, de l'extérieur, a réussi, s'est senti à un moment donné exclu. Oui, c'est ça. Ce côté vulnérable, là, ça m'a touché. Ça m'a touché parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Finalement, la personne, même s'il a réussi quelque part, que ce soit au niveau social, au niveau de l'argent, etc., si vous voulez, elle reste cette personne-là. Elle reste l'enfant de son milieu. Bien sûr. Donc finalement, les failles, elles sont toujours là. Et en fait, il ne faut pas imaginer que la réussite extérieure va venir combler. Gommer de façon. Ah non. Voilà. Et puis le rejet qu'on a pu ressentir par rapport à soi. C'est-à-dire, je ne suis pas à la hauteur. C'est-à-dire, voilà, ça reste. Et ça peut être un moteur, on le voit effectivement. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui est toujours là. Alors, dans votre cas, si on fait une petite ellipse, Jean-Pierre, donc vous faites des études sciences politiques, vous réussissez, vous travaillez au ministère de la Défense, et au bout de 4 ans, vous vous ennuyez. Et là, vous demandez à pouvoir travailler pour l'éducation nationale. Voilà. Et vous allez dans un quartier pas très favorisé. Et c'est comme un flash. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous reconnaissez les parents d'élèves, c'est presque vos parents que vous voyez, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça, en fait. Je suis passé du 15e arrondissement ou du 7e, tout dépend où j'étais, à la banlieue.
comme me disaient mes collègues militaires, à la boue de la banlieue. Ça, je m'en souviens. Tu vas aller dans la boue de la banlieue. Et d'ailleurs, mes collègues, quand j'ai demandé mon détachement, voulaient absolument me muter à la Légion d'honneur. Sinon, tu vas pas aller dans le lycée où il y avait n'importe quoi. Je suis allé là, donc d'abord à Aubervilliers, et puis maintenant, depuis 26 ans, je suis au lycée Paul-Éluard. Et ça... D'abord, je suis arrivé là sans aucune formation. C'est-à-dire que l'avant-veille, j'étais au ministère, et puis le lendemain, j'étais devant une classe. Excuse-moi, c'est quelle banlieue? C'est la banlieue nord de Paris. Hein. C'est Aubervilliers. 93. C'est le 9. D'accord. Voilà, le 9-3. Et Pardon. je trouvais ça extraordinaire. Qu'est-ce que vous trouvez extraordinaire? Qu'est-ce que vous ressentez en fait? Là, je me suis dit, je suis enfin à ma place. Je suis enfin à ma place. On dit toujours, deviens ce que tu es. Je dis souvent à mes élèves, deviens ce que tu es. Et c'est au fur et à mesure de la vie qu'on arrivera un petit peu à rentrer dans sa maison, là où on est. Et là, je me suis dit, ça y est, là, c'est pourquoi je suis fait. Je vais transmettre. Alors, des connaissances, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que c'est familier pour vous à ce moment-là? Les premières sensations? Parce que je vois des élèves qui sont de milieux très défavorisés, hein, dans la majeure partie des cas. Vous vous reconnaissez en eux d'une certaine Oui, et manière? je me reconnais en eux, je reconnais leur fragilité, je reconnais la fragilité de leurs parents. Hein, quand ils viennent rencontrer le professeur, ça me parle. Ils sont intimidés? Ils sont intimidés, ils ont une confiance absolue dans l'école, dans le professeur. Et tout ça, ça me parle. Ça me parle. Ça a un écho à moi. Vous savez faire, là, vous l'avez vécu. Ah oui, donc, là, voilà. Là, je sais faire. donc vous le faites bien. Il y a une connivence qui se crée entre les élèves. Et quand les amis qui me disent « Mais comment, c'est le 9-3, tu n'as pas eu des soucis ?» Mais jamais, jamais je peux partir de ma classe et laisser mon téléphone sur la table. Jamais il m'arrivera quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous comprenez quoi? Mais parce que eux se reconnaissaient à moi et moi je me reconnaissais à eux. Et en fait, je m'en suis rendu compte, ça, quand un jeune ami qui est un sociologue, Fabien Truon, qui a travaillé avec moi, et qui me disait « Mais je sais pourquoi il y a ce succès, il y a cet intérêt. C'est que finalement, ce que tu as vécu là, les élèves vivent la même chose. Et sans le dire, ils savent qu'ils peuvent te faire confiance, ils savent qu'ils peuvent dire des choses, ils savent qu'ils peuvent être vulnérables, parce que tu as ce regard de bienveillance, parce que tu es passé par là. Et je crois que c'est ça qui a fait, je pense, cette réussite, et qui m'a permis alors après de bâtir un petit peu ce que j'ai bâti. Hein, mais voilà, c'est ce côté-là, cette empathie. Et on voit que dans votre parcours, vous l'avez dit, dans l'enfance, quand on est humilié, ça peut atteindre l'estime de soi, la confiance en soi. Oui, bien sûr. Et donc, vous avez découvert à ce moment-là que vous aviez développé, sans vous en rendre compte, un sentiment d'infériorité? Je pense que oui, j'avais effectivement intériorisé le fait que j'étais dans un milieu qui était défavorisé et que ça m'a fragilisé. Mais finalement, j'ai pas eu honte de cette fragilité, parce qu'il ne faut pas avoir honte de ça, on est comme on est. Mais il faut la retourner et en faire une force. Et donc, par conséquent, cette fragilité qui me constitue, hein, bon, elle est de moins en moins fragile, mais elle est là, et j'en ai fait une force vis-à-vis de mes élèves pour essayer de travailler là-dessus en disant, voilà, il faut que tu aies confiance en toi. Il n'y a pas de raison, la réussite aussi, elle est pour toi. Donc, de travailler là-dessus, de leur donner, parce qu'en fait, ce qui leur manque, c'est la confiance. Parce qu'ils sont montrés souvent, moi j'appelle ça les élèves dits de banlieue, mais ils ne sont pas de banlieue, les élèves, c'est des jeunes comme les autres. Ils sont constamment montrés du doigt. Hein, ceci ou cela ou cela. Et donc j'essaie par tout ce que je peux faire, de dire, ben non, tu vois, regarde, quand on part à l'étranger, tu n'es pas un Algérien, un machin, tu es un Français. Ah, ça fait plaisir, je suis un Français. Ben oui, parce que je me sens français par toutes les fibres de mon corps. Et si j'ai besoin, chaque fois quelqu'un me dit, mais toi, tu n'es pas français, mais ma grand-mère était française, mon père était français, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et donc voilà, il faut travailler là-dessus. J'essaie de leur donner, ce que moi j'ai acquis sur des années et des années. Mais voilà, de faire profiter un petit peu mon parcours à ces jeunes, quoi. Et c'est une richesse à partager d'ailleurs, parce que moi je leur donne des choses, mais eux, ils me donnent encore plus que ça. Donc cette transmission donne du sens à votre histoire? Cette transmission donne du sens, voilà. Effectivement, ce parcours-là, il n'a pas été fait en vain, hein, puisque finalement, je suis arrivé à ce que je suis. Hein, c'est-à-dire de transmettre, et puis de leur dire, voilà, toi aussi, moi je leur dis souvent, tu as dans tes mains un jeu de cartes. Hein, à toi de ne pas perdre tes atouts. Parce qu'au fur et à mesure que les atouts tombent, un jour, on va décider pour toi. Et il faut que dans toute ta vie, tu décides toujours pour toi-même. À nouveau, ne pas subir. Voilà, et à nouveau, ne pas subir. Donc il faut garder ces atouts, les faire fructifier, et puis un jour, tu bâtiras ta vie. Mais c'est toi qui la bâtiras, et pas quelqu'un d'autre. Marc, c'est quoi que vous essayez de transmettre, finalement, le sens de votre présence, c'est quoi? Le sens de ma présence, c'est surtout, comme je l'ai dit, d'essayer de montrer à tous les gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas spécialement d'argent, qui partent pas spécialement d'une famille pauvre, parce qu'il y en a qui sont de familles riches. J'ai un exemple de copain qui était très riche, son père lui achetait les belles voitures. Et un jour, il a dit, rends-moi les clés de la voiture, il a filé dehors.
3 ans après, il a une réussite extraordinaire. Son père a fait le bon geste. Alors que sinon, il l'accompagnait, il lui donnait une carte bleue, il vivait. Et donc, on peut aussi essayer de donner le déclic à des gens qui ont aussi la chance d'avoir une famille qui a de l'argent. Mais moi, mon rôle, c'est surtout de donner envie aux jeunes qui arrivent de petites familles qui n'ont pas d'argent. Et dans le livre que j'ai écrit il y a 10 ans, c'est ce que je dis, il faut surtout pas d'argent. Et donc, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, tout ça, je leur donne des petits conseils, mais je leur donne pas tous les conseils parce qu'il faut trouver tout seul la solution comme je l'ai trouvé moi, parce que quand vous leur donnez, je l'ai donné à plusieurs personnes, et je me suis rendu compte qu'il y en a 2 ou 3 sur 5 qui font faillite après. Donc, il faut trouver le système, parce que si vous le trouvez pas, vous méritez pas d'en profiter. Et de quoi vous êtes le plus fier dans votre histoire? Dans mon histoire, le plus fier, c'est de mes enfants. Ça, c'est clair, puisque c'est quand même... mes enfants, c'est la chair de ma chair, et évidemment, c'est la chose dont je suis le plus fier, c'est ça. Après, c'est mes affaires, mais d'abord, c'est ma famille. D'accord. Votre montre, c'est la même que Séguéla? C'est lui qui me l'a donnée. Il m'a dit, Non, parce tiens. que c'est la montre qui a fait beaucoup parler d'elle, donc je ne vais pas dire la marque. C'est censé être un symbole de réussite, en tout cas pour Non, pas du Séguéla et tout. pour le président Je de la suis pas République. matérialiste, c'est un cadeau, et ça, c'est ma femme, pour répondre à votre question. D'accord. Tout simplement. Non, moi, je suis pas... Voilà, c'est vrai qu'après, quand on peut, évidemment, on a une belle maison, des belles voitures, mais c'est pas... Je pourrais rouler dans une petite 205, ça me gênerait pas. Et au moins, quand les gens vous regardent, vous savez pourquoi ils vous regardent, alors que quand vous avez qu'une grosse voiture, ou quand vous êtes connu comme vous, ou comme moi sur Bordeaux, c'est compliqué. Vous pouvez pas bouger une oreille et tout le monde sait ce que vous faites. Enfin, à Paris, je suis bien. Personne ne Donc me connaît. finalement, dans ce que vous dites, Marc, en fait, ce qui est important au-delà de l'argent, c'est vraiment le fait de se réaliser. Disons que ça devient presque une sorte de passion de se réaliser. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut retenir des trois témoignages. C'est-à-dire, au-delà de cette épreuve, de devoir s'insérer, etc., c'est comment je peux exploiter au mieux mon potentiel. Donc vous aviez un potentiel au niveau financier, c'est comme ça que ça s'est passé pour vous. C'est surtout d'atteindre les objectifs qui sont fixés. C'est pas une question d'argent, c'est 300 restaurants, ça veut rien dire. Vous voyez, il y en a qui ont aujourd'hui, je donnerai pas de nom, qui ont 300 restaurants et qui perdent de l'argent. Ils vont être mis en faillite dans pas longtemps. Donc, vous voyez, ça veut rien dire. Non, il faut... Peut-être pas de nom, mais ça vous mord les lèvres. Hein. Ah non, mais je ne dirais pas. Je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez 300 restaurants que vous êtes richissime. C'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui ont des grosses entreprises, d'un coup, on voit qu'ils licencient tout le monde et qu'ils font faillite. Donc la réussite, c'est un modèle économique et surtout réussir le pari, mais avec la rentabilité au bout aussi. Mais c'est pas l'argent, c'est parce que si vous n'avez pas la rentabilité, c'est pas une réussite. C'est ça que je veux dire. Même s'il est difficile d'avoir déjà 300 restaurants en gagnant pas d'argent. Le but, c'est d'arriver et que les choses soient bien faites. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi parce qu'en France, il n'y a que 7 chaînes de restauration qui ont plus de 100 restaurants. Donc on va être la 8e. Et nous, en 6 ans, on aura fait ce que les autres ont mis 30 ou 40 ans. Donc je trouve que c'est pas mal, quoi. Ça s'appelle un euphémisme. Je trouve que c'est pas mal. Si vous voulez, on vous applaudit. Moi, je suis d'accord. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes fiers de votre parcours et vous avez effectivement choisi une voie dans laquelle vous avez envie de dire c'est possible. Moi, c'est ça que je retiens. C'est vous surtout dites, ça. C'est possible et ne vous sentez pas exclu de cette histoire. C'est ça que j'entends. Et je me pose la question, Natacha. Vous, dans votre jeune vie, finalement, vous avez expérimenté plein de choses. Vous avez exploré. Vous êtes venu de ce milieu modeste. Vous avez été attiré, fasciné, et vous avez donné la sensation que vous apparteniez à un milieu où il y avait plus d'argent, et puis maintenant vous levez les yeux au ciel quand vous repensez à cette période. Et donc, qu'est-ce que vous essayez de transmettre ? Que justement, il faut pas brûler les étapes, il faut pas... Prétendre, finalement. Oui, voilà, il faut pas prétendre que la richesse qui est une force. Au contraire, la force, c'est même peu importe le milieu où on est, c'est notre situation, notre force. Et c'est grâce à celle-là qu'on va acquérir des connaissances et une expérience et qu'on va avoir une réussite, peu importe quelle qu'elle soit. La réussite, finalement, c'est aller à l'aboutissement de nos ambitions. Et il n'y a pas besoin d'utiliser des passes droits ou des passes VIP. Ces choses-là, on les a plus tard si on en a envie, mais finalement, la réussite, c'est autre chose. C'est pas lié à tout ça. Il faut faire sa propre expérience et justement être même fier d'être d'un milieu plus en dessous parce que... C'est la sensation que vous avez aujourd'hui ? Vous diriez « je suis fier » ? Oui, voilà, parce que finalement, comme disait Marc, c'est justement ceux qui ont galéré, c'est ceux qui ont le plus de valeur, mérite, en quelque sorte. Oui. Il y a beaucoup plus de plaisir que les autres aussi. Et dans la réussite. Parce que les autres, voilà. c'est du tout cuit qui est tombé, donc y a pas de on a mérite. beaucoup plus de plaisir. Et vous savez, le mot heureux n'a pas de définition.
ça se vit. Il y a des gens qui sont heureux en jouant au boule l'après-midi dans la télé, il y en a en ayant une passion sportive, d'autres amoureuses, d'autres professionnelles. Il n'y a pas de définition. Il y a des gens qui sont heureux dans leur petit coin, tu as l'impression qu'ils sont malheureux, ils sont très heureux. Il n'y a pas de définition. Surtout, c'est pas un état permanent. Non. Le bonheur, Ah vous oui. confirmez, Alexia. Oui, je suis d'accord. Ouais. Bon, et puis alors, détail très important, Jean-Pierre, parce qu'on a bien compris qu'il y avait ce milieu social qui fait que vous vous sentiez exclu, et puis ensuite vous avez mis à avoir très vite de la tendresse pour ce milieu. Si quelquefois j'ai pu avoir honte de mon milieu, maintenant je le revendique évidemment parce que c'est une force, c'est une fierté. Et ce qui me permet de dire à mes élèves, il ne faut pas avoir honte de votre milieu parce qu'il faut que ça soit une réussite, il faut savoir d'où l'on vient aussi. Parce que si on ne regarde pas derrière, on ne peut pas avancer fort. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et exactement, parce qu'on n'a pas de sous-bassement. Il faut avoir un sous-bassement pour pouvoir avancer. Et moi je dis à mes élèves, voilà, si vous êtes d'identité, je leur dis souvent, on travaille beaucoup sur l'identité, il n'y a pas d'identité heureuse, il n'y a pas d'identité malheureuse, il y a des identités multiples. Et ça fait la richesse d'un individu. Donc prenez toutes ces identités, faites-en une richesse et avancez dans votre vie. Avancez, parce que voilà, il y a pas... Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des professeurs comme ça, on devrait en avoir beaucoup plus. Je sais Mais pas s'il y en a exactement, beaucoup. plus de Mais Jean-Pierre. par contre, en plus, je suis sûr qu'il doit faire beaucoup de choses pour ses élèves que les autres ne font pas. Et c'est vrai que, Je fais franchement... certaines choses, oui, c'est vrai. Alors- C'est marcher l'ascenseur social, en fait. Exactement, voilà. Et alors justement, on va continuer cette conversation et je voudrais montrer un reportage qui devrait vous plaire, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a connu finalement d'abord un milieu aisé, puis l'accident de la vie fait qu'il a connu un milieu populaire, et aujourd'hui il est très bien placé pour aider des gamins de ces milieux populaires à découvrir qu'il y a d'autres milieux et qu'ils y ont droit. Et vous allez voir comment il s'y prend, c'est magnifique. On regarde et on en parle juste après. Moi, je viens d'une famille qui était plutôt aisée. Mon père gagnait très très bien sa vie, ma mère aussi. On n'avait aucun souci d'argent, tout allait bien. Et en 1978, mon père a fait ce qu'on appelle maintenant un AVC. Tout a changé pour lui, tout a changé pour nous en même temps par la même occasion. Et nous, on a été obligés de venir dans ces quartiers populaires-là, dans le 18e arrondissement. Bon, ça va, vous allez bien? Ouais. Vous êtes prêts pour la sortie? Ouais. Salut les gars. Salut. Ça va? Ça va, Daddy? J'ai grandi dans ce quartier-là et vraiment, c'est pas une tare. Mais pour les gamins de quartier, en fait, je pense qu'il y a forcément des barrières. Souvent, je leur disais, mais est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu es déjà allé à une avant-première? Est-ce que tu as déjà vu... Est-ce que tu as déjà rencontré des artistes? Et ils me disent tous, non, on aimerait bien, mais on sait pas comment faire. Donc, c'est ce que j'essaye de faire dans l'association, c'est de donner accès aux gamins, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Des photos. Ça vous plaît de faire des photos? Oui. Je leur ai proposé donc un atelier photo en collaboration avec un photographe qui s'appelle Paps Touré, qui est un photographe qui vient aussi de ces quartiers-là. On s'est dit qu'on allait acheter des appareils photo jetables et que ce soit eux qui deviennent les acteurs de leur quartier, en fait. C'est un prétexte pour découvrir son quartier. Parce que je sais que ces enfants, ils sont un peu peut-être en boucle dans leur quartier. C'est mon quartier, le square, je rentre chez moi. C'est vraiment un périmètre très délimité. On s'est dit peut-être qu'en donnant ce prétexte de prendre des photos, on pourrait aller découvrir d'autres endroits qu'ils ne connaissent pas pour que ces gamins se disent, bah oui, je peux aller là, je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux quand je veux. Voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, l'exercice, c'est qu'on va se balader jusqu'à Montmartre et chacun va prendre une photo de ce qu'il aime. Ça peut être un immeuble, ça peut être des gens en train de marcher, ça peut être des amoureux qui s'embrassent, un pigeon qui s'envole, un chien. Non, on voit des... On fait des échanges. C'est normal. Quand tu prends une photo, essaye d'avoir un contraste. Là, c'était une bonne photo, ça. Là, regarde le monsieur, là, ça va être la plus belle photo. Dépêche-toi, prends-le. Ce qui m'a décidé à faire cet atelier, c'est surtout la transmission. Montrer aux enfants qu'il n'y a pas que le sport ou le rap pour les jeunes, un milieu un peu difficile. Et moi, pour moi, la photo, c'est un art comme les autres, mais pas très accessible. Et vu que moi, je suis un peu comme eux, j'ai grandi comme eux, ils ont beaucoup plus de facilité à m'écouter, à m'entendre qu'une autre personne. Et moi, j'aime bien transmettre mon savoir aux plus jeunes, en fait, ouais. Moi, il me reste 27. Et c'est toi, tu prends que des photos de toi, en fait, c'est ça? Oui, tout à l'heure. C'est créatif, c'est bien, bravo. Il est même pas créatif, ce gars-là. Le nom de l'association, c'est Ma Cité va kiffer, donc l'idée, c'est de kiffer aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, à travers des sorties aussi, prendre du plaisir. Je pense que c'est déjà la base de la sortie. Laurent, il nous ramène dans des endroits où il y a d'autres enfants qui peuvent pas aller. Ils n'ont pas la chance d'avoir notre chance. On découvre de nouveaux horizons avec lui. Là, ce qu'on va faire, vous avez 10 minutes
Vous avez vu le trajet qu'on a fait, vous restez autour de cette butte. Vous descendez pas, vous restez là et vous prenez les images que vous voulez. On est ici dans 10 minutes. Allez vite. Pour la plupart, je pense qu'ils n'ont jamais fait de photos. Et j'espère aussi peut créer une passion, une vocation. Donc ça, c'est vraiment aussi le but des sorties, c'est d'avoir des déclics après, derrière, se dire, ah bah, si on veut, on peut, quoi. Il n'y a pas de barrière sociale. Les barrières, on peut les exploser. Regarde, viens voir. Le truc, c'est que tout le monde a pris des photos là-bas. Si toi, tu te mets là, tu as un point de vue différent, tu vois. Genre là, tu te mets là, tu peux même prendre avec le début des branches, tu vois. Et même toi, si tu es malin, tu prends pas dans le même sens que lui, tu prends comme ça, tu vois. Tu n'auras pas la même chose que lui. Tu peux, ça peut être artistique, genre tu vois les barreaux, tu prends tout de loin. Tu fais comme tu veux. J'ai aimé faire les photos parce que ça me permet de... par exemple, si je voudrais être photographe plus tard. On a appris à observer le monde qui était autour de nous, à pas regarder que nos pieds quand on marchait. Au lieu de rester chez soi, il faut sortir dehors, il faut découvrir le monde un peu. Ousmane, t'as déjà allé à la Tour Eiffel, toi? On y va? On fera ça la prochaine fois, pour ceux qui sont jamais allés à la Tour Eiffel. Mais jusqu'en haut. Ça fait 1 an et demi qu'on fait vraiment les sorties. J'ai vu beaucoup d'enfants sur lesquels je, entre guillemets, misais pas trop, qui se sont épanouis. Ça me motive et je me dis que ce qu'on est en train de faire, on le fait pas pour rien. Et je me dis que sur les 15-20 que j'ai là pour le moment, j'en ai peut-être 2-3 qui se créent des passions et qui même se créent des vocations plus tard, mais on a gagné, quoi. Alors, vos réactions dans un instant, mais je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints, Aude et Brigitte, et Luc. Salut les camarades. Salut. Vos réactions, Jean-Pierre, on verra ce que vous faites, vous, tous les jours dans votre vie. Ça vous parle, cette idée de... Ça me parle, oui. De casser les murs et de construire des ponts, d'aller à l'extérieur, de rencontrer l'autre, ça me parle. Hein. Montrer, en tout cas, parce que ça a l'air anodin, des petits appareils photo à l'ère du numérique, d'ailleurs c'est rigolo, hein, c'est retour dans les années 80, là. Mais du coup, c'est quoi? C'est porter son attention, parce que l'appareil photo, ça oblige à porter son attention sur ce qui nous entoure. Puis créer quelque chose de manière personnelle, qui ne soit pas scolaire. Donc on sort du système scolaire, et il y a des élèves qui sont des fois mauvais dans le système scolaire et qui vont trouver d'autres intérêts dans autre chose. Parce que le système scolaire, il est tellement axé sur uniquement la pointe c'est-à-dire la réussite, on apprend par cœur et puis on récite par cœur, qu'on néglige quelquefois d'autres savoir-faire, d'autres savoir-être. Donc on peut te valoriser autrement. Voilà, et on peut te valoriser autrement. Mais cette idée d'imaginer que des gamins ne sont pas sortis de leur quartier et donc les inviter à porter leur regard sur quoi? C'est à élargir le monde, c'est ce que vous avez raconté finalement. C'est élargir le monde. J'ai une petite anecdote. Un jour, j'amène les élèves dans le Marais pour voir une exposition. Et il y a un élève qui m'a dit, c'est véridique, qui m'a dit, monsieur, si on va dans le Marais, je vais amener des bottes. Et oui. On rappelle que c'est un quartier à Paris. Voilà, c'est un quartier à Paris. Donc, parce que pour eux, voilà, ils ne savaient pas. Il m'a dit si c'est le Marais, donc ils savaient qu'un Marais, il y avait de la boue. Voilà, c'est des bottes. Alors, on va à Paris. Il y a des élèves qui, certains, ne sont pas allés à Paris. Hein. Alors, évidemment, quand on part à l'étranger, et de faire des voyages, comme je fais des voyages autour du monde, puisqu'on a parcouru les 5 continents, pour les élèves, c'est comme aller sur la planète Mars. C'est quelque chose de... moi, ce que j'aime beaucoup dans ces voyages, parce que c'est le 10e là, c'est la sortie de l'aéroport. On sort de l'aéroport, on sent des choses différentes. On arrive à Nouméa, 23 heures d'avion. Voilà, on est à Nouméa. Et voilà, et puis après, on se retrouve 2 heures après dans une tribu kanak. Pour eux, c'est absolument... Et c'est dans leur tête, c'est je sais pas, c'était une éruption, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et il y a plein de possibles qui s'ouvrent, tout d'un coup, là. Je suis allé là, je peux aller là, je pourrais continuer tout seul pour aller là. Et j'ai plein d'élèves, des anciens élèves, qui vivent à l'étranger. Et parce que je sais qu'il y a ce que j'appelle l'effet voyage. Tout d'un coup, on sait qu'il y a un ailleurs, on sait qu'il y a autre chose. Il y a un ailleurs, et que cet ailleurs, il est accessible. On peut voyager, tu as le droit de voyager. Et voilà, et alors on travaille toujours, parce que c'est des voyages d'études, c'est pas des voyages touristiques, on travaille toujours donc sur un thème particulier, comme des journalistes. Là, dans 3 semaines, on s'en va au Gabon, et là, on va traverser toute la forêt équatoriale, on va vivre avec les pygmées, on va travailler avec eux, et voilà, il en sortira effectivement quelque chose. C'est-à-dire que les élèves qui sont partis avant ne seront pas les mêmes. Alors, ça, vous parlez au futur, mais vous pourriez parler au passé, parce que vous l'avez expérimenté, et vous avez observé ça. J'ai observé ça. Ils ne sont pas les mêmes. Exactement. Alors, il y a eu 3 films qui ont été faits là-dessus. Un sur le Madagascar, la Nouvelle-Calédonie, puis le dernier sur le Chili. Mais quelquefois, on se trouve devant des situations où j'ai l'impression que mes élèves, d'un coup, grandissent de 10 ans. Par exemple? Alors, un exemple. On était dans le désert donc, mexicain, enfin le désert américain, la frontière américano-mexicaine, avec donc un président d'association qui nous a amenés à un endroit où il y avait un grand drapeau, où les gens mettaient des bidons d'eau
pour ceux qui traversaient le désert. Donc on arrive avec nos bidons d'eau. Et là, il y avait des gens qui étaient passés avant, qu'on appelle des Minutemen, c'est-à-dire des gens un peu nationalistes et blancs, qui avaient vidé les bidons. Parce que voilà. Et ils avaient laissé donc une inscription, il y a marqué Died Sucking Mexicain. On traduit. Voilà, crevé, sale Mexicain. Voilà. Et ça, j'entendais les élèves qui disaient oh, enfin, j'ai entendu un silence là, mais c'était de l'effroi. Et voilà, et ça vaut des milliers d'heures d'éducation civique. De faire des choses comme ça. Moi, je ne l'ai pas voulu, c'est comme ça s'est créé comme ça. Voilà, et je pourrais en raconter des milliers de choses. Et on pourrait passer des heures. Et on pourrait passer des heures. Voilà, c'est ça. On va rendre l'antenne dans pas longtemps. Alors, du coup, Aude, cette association t'a touché? Oui, je pense que c'est une association qui parle un peu à tout le monde. Moi, j'ai par exemple grandi en pleine campagne, donc pas du tout dans une cité. Et pourtant, ça me parle parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants français qui n'ont pas accès à la culture, même dans des zones rurales très reculées. Hein, Ou en Normandie? Non, je n'étais pas en Normandie, j'étais dans la Meuse. Et dans la Meuse, dans un petit village, avec des parents qui n'avaient pas forcément la possibilité de faire des kilomètres et des kilomètres pour m'emmener au théâtre. Puis voilà, une vie, des boulots prenants, où on n'a pas forcément envie de faire 1 heure pour aller au théâtre, parce qu'il y a des théâtres, pas dans la Meuse d'ailleurs, hein, enfin, mais un peu dans les... Voilà, bon, je dresse un portrait assez sinistre de la Meuse. De ton époque. Pourtant, j'aime beaucoup. Oui, parce qu'il se trouve qu'à Bar-le-Duc, il y a des jeunes qui sont extraordinaires, qui sont en train de réhabiliter le théâtre. Donc, ça bouge, ça change, et on en parlera, exactement. En tout cas, je pense que voilà, l'accès à la culture, on le sait, il est primordial. Et il y a plein d'endroits en France où il y a plein de jeunes qui ont besoin de ça. Et je trouve que c'est réjouissant de voir qu'il y a des associations, comme celle de Laurent, Ma Cité va kiffer, qui aident les jeunes à croire en leurs rêves et à se dire, vous pouvez aussi y arriver, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a touchée. Juste une petite chose à propos de la culture. Une petite chose, je ne vous crois pas. Juste. Quand vous dites petite chose... Il y a 2 ans, j'ai amené donc une classe de première technique au Festival de Cannes. Les élèves ont monté les marches du Festival de Cannes. Et la condition, c'était qu'ils aient un smoking. Ils ont tous acheté un smoking. Mes élèves, le soir, quand je les ai vus arriver tous en smoking, je me suis dit, mais mon Dieu, vous êtes trop beaux. C'est extraordinaire. Et donc, on a monté les marches, ils ont rencontré des acteurs, Pharrell Williams. C'était, oh là là, c'est extraordinaire. Voilà. Et ils m'en parlent encore. Ah là là, on a monté les Marc, on est d'accord, on veut des profs comme ça plus souvent. Je me posais la question de comment ils financent toutes ces opérations. Parce que malgré tout, le financement des voyages, c'est des entreprises privées. Ouais. Comme la vôtre. Voilà. Donc quoi, il y a un lien. À des moments, je suis sourd. Voilà. Non, je rigole. Non, il y a des entreprises privées qui font la démarche de financer des mécènes, vraiment. Qui sont sensibles au projet. C'est exactement pareil pour Ma Cité va kiffer. C'est un certain nombre de grandes entreprises françaises et internationales. C'est-à-dire que si je lève le contexte financier, c'est parce que ça permet de faire passer un message, et ça va peut-être vous permettre de voyager un peu plus. Non, mais le message, c'est à travers la table basse, hein, regarde. Oui, mais pas que. Voilà. Et donc, du coup, un peu plus sur ce garçon, parce que lui, pour le coup, on a parlé effectivement de ces êtres humains qui ont connu, qui ont voyagé, qui ont exploré plusieurs milieux sociaux. Et donc, lui a fait un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il a connu le milieu aisé. Il en parle un tout petit peu dans le reportage. Il vient d'un milieu aisé. Son père était publicitaire, sa maman informaticienne. Ils gagnaient très bien leur vie. Il est capable encore de nous parler. Il parle des moquettes moelleuses dans les hôtels de luxe. Donc, il a connu l'opulence, en tout cas une vie confortable. Et puis, quand il avait 6 ans, son papa a fait un AVC. Il était tout jeune, il avait 33 ans à l'époque. Il a perdu son emploi. Et là, c'est là que la vie de la famille a basculé, parce que c'est finalement assez simple. Ils n'avaient pas mis de côté. Et donc, ils ont tout perdu. Pendant quelques années, ils ont réussi à garder leur appartement, rester dans leur milieu, dans le centre de Paris. Et puis, au bout de quelques années, les proches peuvent plus aider. Et donc, quand Laurent a 12 ans, il se retrouve donc à devoir déménager avec ses parents dans le nord de Paris, donc dans le 18e arrondissement, la porte de Clignancourt. Et effectivement, là, c'est plus du tout la même condition de vie pour les... Et comment il s'adapte, lui, du coup, à ce moment-là Alors, à ce moment-là, par chance, en fait, les parents ont toujours inculqué des valeurs très fondamentales à leurs enfants, c'est-à-dire la tolérance, le respect de la diversité, l'altruisme, aider les autres, savoir qu'on est privilégié, mais que d'autres personnes le sont moins. Et donc, quand il arrive dans ce nouveau milieu, finalement, il apprend de la différence des autres, de ses camarades. Et puis en plus, il a une maman extraordinaire, je trouve. Elle organise, tous les vendredis soirs, des shabbats, mais qui sont ouverts à tous. Elle ouvre les portes de leur appartement et à des personnes qui sont de toutes les religions. Donc il y a des personnes musulmanes, des personnes catholiques, enfin, ils se retrouvent tous pour les shabbats. Donc lui, il a quand même toujours baigné dans cette ouverture d'esprit. Et finalement, il a décidé
de continuer à œuvrer pour le vivre ensemble, pour la transmission. Et avec son association Ma Cité va kiffer, c'est ce qu'il continue à faire finalement. Donc, il tient ses valeurs de sa maman. Exactement. Et alors, on a vu les enfants faire des photos avec ces appareils jetables. Est-ce qu'on développe les photos? Alors, les photos, elles sont en train d'être développées, donc je ne peux pas vous les montrer malheureusement, mais Luc a des photos du making-of, les photos qui ont été prises par le photographe professionnel qu'on a vu dans le reportage. Pabst Touré, exactement. Et ces photos-là, ainsi que les photos des jeunes, elles seront exposées. Et c'est là que c'est encore plus fort. Elles vont être exposées dans le quartier. Donc, il est en train de voir avec la mairie du 18e pour trouver un espace pour les exposer. Et puis, justement, au siège de l'une des entreprises qui est partenaire de l'association en région parisienne. Et lui, son objectif, c'est donc de pouvoir... de faire en sorte que le travail de ces jeunes ait le plus de visibilité possible pour qu'ils soient le plus fiers possible de ce qu'ils ont fait. Et du regard qu'ils ont porté sur leur environnement à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Cette association fait uniquement des sorties photos? Alors, non, il y a des sorties... C'est des sorties souvent culturelles, mais ça peut... Alors, voilà, là, ils sont au Stade de France. Aussi, donc, des sorties sportives leur permettent de faire ce qu'ils ne pensaient pas possible. Tous ces gamins, ils rêvaient d'aller au Stade de France. Et voilà, il a réalisé leur rêve. Il parle de la Tour Eiffel... Dans le reportage, il leur dit la prochaine fois, on montera au dernier étage de la Tour Eiffel. Il y a des ateliers cuisine, ils vont à des avant-premières justement de cinéma, donc ils pourraient très bien aller au Festival de Cannes. Il a ses entrées, Jean-Pierre. Et donc Jean-Pierre, on vous mettra en relation avec Laurent. Voilà, il y aura un échange Parce que j'ai de entendu smoking. dire, il est très pote avec Pharrell Williams. Donc toutes ces et puis ils sont aussi allés Voir les comédies musicales. à la comédie musicale de France Gall Résiste. Et ce que Laurent raconte, c'est qu'il y a plein d'enfants ce jour-là déjà qui se sont rendus compte qu'ils connaissaient les chansons. Et ils se sont dit voilà, on n'est pas débiles, on connaît les chansons qui sont en train d'être chantées sur la scène. Et puis les personnes qui chantent les chansons, les danseurs, il y en a plein qui viennent aussi de banlieues comme nous. Et donc ils se sont dit finalement, pourquoi pas nous? Ça brise la glace, quoi. Et donc voilà, donc c'est exactement ce que vous faites, Jean-Pierre, avec vos voyages aussi. C'est un petit peu ça. Il y a les voyages. Bon, j'ai une association aussi qui s'appelle Au bout de la route. Oui. Donc il y a les voyages. L'association dont on a parlé, Jean-Pierre, je le précise parce que c'était avec Sophie d'avant, mais on en a déjà parlé dans Mille et une Vie. Elle est formidable, cette association. Donc celle-là, et puis j'ai créé aussi des sessions de la réussite. C'est la mise en relation de chefs d'entreprise et des jeunes de banlieue pour leur apprendre un petit peu les codes et tout ça, et ça se passe très très bien. Il y a eu une rencontre. Vous avez entendu, Marc, ça se passe super bien. Chef d'entreprise avec les jeunes. Moi, j'ai un chef d'entreprise qui m'a dit pour la première fois, je me sens utile. Là, parce que je vois des jeunes. C'est gagnant-gagnant, finalement. Tout est gagnant. Voilà, tout est gagnant. Bien vendu, Marc. C'est bien, on est plus dans le soutien des associations sportives, des petites associations sportives, mais en effet, on a un budget, j'ai une personne qui s'occupe de ça. Évidemment, j'aurais pas de mal à le mettre en relation. Merci. Vous savez qu'on va suivre ça de très près, Marc. J'espère. Brigitte, on va parler d'une femme qui a été récompensée récemment. C'est vrai qu'elle a aidé des milliers de gens. Et elle vient pas d'un milieu social défavorisé. C'est le contraire, d'un milieu très aisé. Et on va voir qu'elle n'était pas insensible à ce qui se passe dans le monde. Alors oui, la vie d'Albina Dubois-Rouvray est une vie qui commence comme un conte de fées. Son père est un comte issu de l'aristocratie française. Il est le cousin du prince régnier de Monaco. Et sa maman est de Bolivie et qui est très très riche. Et donc... Ses parents rêvent de quoi pour elle finalement? Il rêve qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants et qu'elle ne travaille surtout pas. Pas. Qu'elle perpétue la lignée. Oui, bien sûr. Et qu'elle ne fasse pas d'études. D'ailleurs, son père dit d'elle, parce qu'elle est très rebelle, elle fait jamais rien comme tout le monde et elle veut pas être comme eux. Et son père dit toujours, dès qu'elle a 4 ans, il dit oh là là, on va avoir du mal avec celle-là. Et sa maman dit, parce qu'elle veut faire des études, et sa maman lui dit, tu ne trouveras pas de mari si tu fais des études, les hommes n'aiment pas les femmes savantes. Voilà. Marc, c'est vrai ça? Donc elle est bien partie. Je suis pas d'accord, mais je suis pas contre non plus. C'était une autre époque. C'était une autre époque, effectivement. Nous avons à peu près le même âge. J'ai connu ça. Et toi, tes parents voulaient pas que tu fasses d'études? Ils voulaient pas. Moi, j'étais destinée à me marier et à avoir des enfants. C'est pareil, sûr. ouais. Oui. Donc en étant ici, tu es une rebelle. Mais moi je suis une rebelle. Elle a toujours été une rebelle. J'ai toujours été une rebelle. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que son destin va changer? Alors son destin va changer parce que d'abord elle se marie avec un monsieur qui n'est pas aristocrate déjà. Bon, son père accepte parce qu'il est d'une famille
assez sérieuse. Donc, elle se marie, elle a un enfant. Et là, on a l'impression qu'elle rentre dans le rang. Voilà, la voilà avec son François-Xavier, son fils unique. Et puis en réalité, non. Elle attend que son fils rentre en maternelle et là, elle fait des études. Elle va à la Sorbonne, elle fait de la philo, de la psycho et elle devient journaliste et productrice. Elle fait des grands films, des films d'Alain Cournot, de Zulawski, qu'elle finance. Et puis, son père décède. Et en 81, elle hérite de 4 hôtels, enfin une fortune, mais elle continue quand même à travailler. Mais là, malheureusement, la vie est un peu horrible. Elle a son fils, qu'on va voir là, qui a 24 ans et qui meurt dans un accident d'hélicoptère sur le rallye Paris-Dakar. Dans le même hélicoptère que Balavoine. Que Balavoine, voilà. Et Thierry Sabine, ouais. Et elle perd son fils unique. Son fils unique, il était pilote d'hélico, il faisait des sauvetages en hélico, enfin c'était un garçon qui aidait beaucoup les autres. Et alors là, elle est désespérée, bien sûr. Hein. Puis elle se dit, mon fils n'aurait jamais accepté que je me laisse aller comme ça. Et puis au bout de quelques temps, elle décide de créer une association. Et cette association s'appelle François-Xavier Bagnoux. Elle met les 3/4 de sa fortune dans cette association. Pour commencer, avec des amis, ils mettent énormément d'argent là-dedans. Et l'objectif de l'association à ce moment-là, au départ, c'est quoi ? Alors au départ, c'est d'aider les enfants atteints du sida et surtout les soutenir les orphelins qui sont... Partout à travers le monde, quoi. Hein. Oui. Et donc, ils achètent des médicaments, ils créent des hôpitaux. Et puis, elle va en Afrique. Et là, on lui demande... Elle a des réunions avec des responsables locaux et la population. Et on lui demande de créer des écoles. Et elle se dit, envoyer des enfants qui meurent de faim dans les écoles, ça sert à rien. Créer des hôpitaux, c'est pas suffisant. Et il y a une dame qui est dans l'assistance qui lui dit, si vous me donniez une vache... Et là, elle lui dit, parce que si vous me donnez une vache, eh ben, je vais pouvoir nourrir mon enfant et puis vendre le surplus de lait sur le marché. Et là, c'est le déclic. Elle se dit, mais c'est ça, il faut que je les aide à s'en sortir et à créer leur propre affaire. Et elle crée un programme qui s'appelle FXB, c'est les villages François-Xavier Bagnoux, qui prennent en charge pendant 3 ans les familles. Alors, ils choisissent les familles qui sont les plus sérieuses quand même. Enfin, ce sont des femmes les 3/4 du temps. Alors, on les prend pendant 3 ans. La première année, on leur donne 100% de ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire, par exemple, une vache, un cochon, ou bien du matériel pour faire de l'artisanat. Bon, la première année. La deuxième année, on leur donne 75% de ce dont ils ont besoin. La 3e année, 50%. Et la 4e année, ils doivent être autonomes et se débrouiller tout seuls. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne. Elle a eu d'ailleurs un petit exemple. Elle va en Ouganda et il y a une dame qui lui dit je veux vous montrer ce que j'ai fait avec la vache que vous m'avez donnée. Eh bien, cette femme, avec une seule vache, elle avait 4 vaches, elle avait des poulets, elle avait une maison et elle envoyait ses enfants à l'école. Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, ça fait plusieurs années et du coup, ça a été mesuré, l'impact, puisqu'en fait, on sait combien de millions de personnes elle a pu aider. 17 millions, paraît énorme, hein, 17 millions de personnes qu'elle a aidées dans 25 pays. 85% des personnes qui sont aidées réussissent et deviennent autonomes. Elle a eu la Légion d'honneur en mars cette année. Alors, elle a un autre but. Elle veut transmettre son concept dans ces régions-là et qui se débrouille tout seul maintenant et qui soit de plus en plus autonome. Eh ben moi, je dis bravo. On peut le dire. Fantastique. Une très, très belle histoire. Vous l'avez rencontrée déjà ? Non, pas rencontré, mais à Madagascar, par exemple, on a vu des micros, c'est des micro-initiatives finalement, qui sont à la base et qui sont finalement les plus efficaces. Parce qu'on donne aux gens les moyens de s'en sortir eux-mêmes et finalement, ils ne sont pas plus bêtes que les autres et ils y arrivent. Mais bien sûr que plutôt que des énormes subventions qui tombent des fois de haut et qui se perdent dans le sable de la corruption. C'est exactement ce qu'elle dit, c'est exactement, merci. Donc on peut venir d'un milieu favorisé, s'intéresser aux autres. Mais bien sûr. Et puis on peut transformer un drame. Finalement, et donner du sens à son existence. Exactement. Elle a fait ça pour son fils. Hein. Les parents qui perdent leurs enfants comme ça, quand ils les perdent sur un accident de la route ou de la drogue, ou souvent après ils s'investissent pour éviter justement pour éviter que ça arrive à d'autres familles. Et puis redonner un nouveau sens à sa vie aussi. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que la vie n'a plus trop de sens. Quand vous avez qu'un enfant comme ça, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Enfin, ce qu'on voit finalement avec cette initiative, c'est quand même une tentative de démocratiser la richesse.
Ouais. Hein, c'est quand même ça, parce que Absolument. le fond de ces trois, enfin ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'était quand même comment sortir d'un milieu où on est précaire, où finalement, j'ai pas envie de dire qu'on se retrouve dans une situation presque animale, mais c'est de la survie, quoi. C'est-à-dire, il faut quand même avoir de quoi manger, il faut avoir de quoi trouver un confort matériel. Donc c'est vrai qu'entendre des initiatives qui vont dans ce sens-là, ça fait plaisir, quoi. Ça fait du bien. Sentir, Ouais. Alors Luc, là on pourrait rester sur cette histoire magnifique que vient de nous raconter Brigitte, mais tu avais encore envie de nous raconter quelque chose. Ben oui, d'abord, chaque semaine, on vous présente une initiative portée par une femme qui est candidate du prix Solidarité version Femina et européen, qui est le partenaire version Femina, qui est le partenaire de l'émission Mille et une vies. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Framboise. En fait, Framboise, elle a jamais voulu faire les choses comme les autres, et notamment par rapport au milieu où elle est née. Milieu plutôt aisé, du nord de la France. Papa est kiné, maman est secrétaire du cabinet de papa, d'accord. Et elle a toujours voulu faire autrement. Alors déjà, elle était très marquée par les injustices de ce monde. Elle trouvait que, même en France, on vivait même dans un pays où il y en avait qui avaient plus que d'autres. Et aussi, elle faisait rien comme les autres. Et surtout, elle était plus à l'aise en l'air, dans les arbres, que sur Terre. Elle se surnommait elle-même le petit lutin des arbres. Hein, elle était tout le temps en train de faire des acrobaties, et donc elle s'imaginait trapéziste. Mais elle ne va pas faire trapéziste. Tu nous envoies sur une piste magnifique, voilà. mais pas du tout. Alors voilà, ça s'appelle du storytelling. Non, et donc du coup, elle quitte ce milieu plutôt aisé, un peu en contradiction avec ce qu'avaient inculqué ses parents, et elle part à Marseille. Et à Marseille, elle commence à travailler avec des associations culturelles sur place pour aider les enfants les plus défavorisés, pour pouvoir monter des opérations, enfin des projets de spectacles de rue, des cours de musique et des cours de cirque, parce qu'elle est vraiment à fond dans le cirque. Alors voilà, et alors elle aide les enfants les plus défavorisés, avec surtout... Là, elle a un nez rouge. Là, elle a un nez rouge. Bon, voilà, mais elle est souvent déguisée, hein, il faut le savoir. Comment réagit sa famille? Ah ouais, ça se passe pas très bien, parce que ce choix de vie de saltimbanque est assez mal perçu. Ils comprennent pas pourquoi elle se met dans cette précarité, voilà. Mais elle veut aider les autres, c'est comme ça, c'est sa mission. Et elle travaille notamment avec l'association qui fait un travail formidable, qui s'appelle Art Tribal à Marseille, justement, pour aider les enfants. Et puis après, elle part en Colombie. On est au début des années 2000, et là, elle rentre en contact avec les enfants des rues de Colombie. Et ces enfants qu'elle appelle les enfants recycleurs, qui vont récupérer tous les déchets pour les transformer, les revendre, les revaloriser pour s'assurer un petit revenu. Et en 2008, eh bien, elle revient sur Marseille, et là, elle a un déclic. Parce que là, elle traîne du côté du quartier de la Porte d'Aix, et là, il y a tout un tas de gitans, enfin plutôt de tziganes qui sont parqués là. Et là, elle est émue, quoi. Elle est touchée par la situation de ces gens qui sont laissés à l'abandon à Marseille, qui n'est pas une des villes les plus riches de France. Et donc, elle décide de prendre le contact avec les enfants. Et là, elle fait beaucoup de l'acrobatie sur tissu. Je ne connaissais pas du tout ça. C'est un système où on met des tissus qu'on accroche aux arbres. Alors là, on le voit, bon là, c'est une enfant qui le fait comme une balançoire, mais on s'entortille là-dedans, on fait tout un tas de figures. Enfin, c'est absolument bluffant. Je sens que tu es spécialiste. Mais ça m'a plu. Ça m'a tortille là-dedans. Oui, alors moi, je n'ai pas le corps qui me permet de le faire, mais... Mais bon. Et donc, et là, ces gamins qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui sont tout seuls, ils la voient faire ces acrobaties, et là, le lien se fait tout de suite. Et là, donc, elle va créer une association pour aider ces enfants défavorisés, ces enfants tziganes, qui s'appelle Arte Chavalo, qui veut dire, en tzigane, l'art des gamins, en fait. Et elle va avoir un contact très fort avec eux. Et de là, elle va créer tout un tas d'ateliers. Alors là, ça commence par l'acrobatie, mais elle fait, bon, voilà, dans le domaine du cirque, voilà, des arts plastiques, de la peinture. Elle va monter des spectacles vivants en pleine rue. Voilà, elle est vraiment très proche de ses enfants. Et ça va leur apporter à travers ça? Elle va leur les ouvrir à la culture, un peu comme on a vu avec tes gamins, quoi. Hein. Elle va les éveiller au monde, elle va les amener dans des sorties culturelles, exactement pareil. Aussi, hein. Voilà, et de ne pas rester parqués dans un quartier. C'est ça le truc. Surtout les occuper aussi, oui, bien sûr. Les occuper intelligemment, leur ouvrir les yeux au monde. Si on ne sait pas que Picasso il existe, on va pas se cultiver, quoi. Est-ce que je peux répéter cette phrase dans les dîners? Si on ne sait pas que Picasso existe, eh ben on ne sait pas que Picasso existe. Et ça aurait pu être une citation d'Éric Cantona, mais non. C'est une de Luc. De Jean-Claude Van Damme. Ou de Jean-Claude Van Damme. Plutôt. Ça me fait plaisir ce que tu dis. On a parlé. Marc a posé la question du financement tout à l'heure. Oui. Alors, comment est-ce qu'elle réussit à financer? Alors, ça c'est très compliqué. Ça c'est vraiment.
Elle avait, bon, Marseille n'est pas riche, elle avait des subventions de l'État, elle avait des subventions de la Fondation SNCF, elle avait des subventions du Conseil général, elle arrivait à avoir un local où les gamins venaient, parce que les parents venaient aussi, elle faisait de l'aide au papier, de l'aide médicale pour pouvoir prendre des rendez-vous, plein de choses comme ça. Et là, eh bien, cette année, en 2017, elle a plus de... Elle a fermé le local ? Elle a dû fermer le local, et elle a plus de subventions. Elle vit avec le RSA. Eh bien, ce qu'elle a, elle le donne pour monter des spectacles, pour faire des trucs. Elle, c'est une acharnée, elle se bat et elle espère avoir de nouveaux financements. En tout cas, elle est lauréate du prix. Et on rappelle le nom de son association. Ça s'appelle Arte Chavallo. Arte Chavallo, je ne sais pas comment on dit en Roumanie. Tu parles parfaitement. Non, c'est pas je ne parle pas de zigane du tout. Du tout. D'ailleurs, elle est en train de rédiger, c'est là, elle est à fond, hein. Elle rédige un lexique pour que les gens puissent s'en sortir, français, roumain, Romanie, la langue des Tziganes, pour qu'ils puissent aller dans une administration, aller dans une pharmacie, pouvoir... parce qu'elle est convaincue que ces populations peuvent absolument s'intégrer. Et elle m'a dit de vous dire, elle a déjà aidé 80 enfants et une trentaine de parents sur le quartier, elle m'a dit de vous dire « Chouki », qui en Tzigane veut dire « je vous embrasse ». Ah non, je vous embrasse. Est-ce que tu pensais que Jean-Pierre connaissait le Tzigane? Oui, moi aussi, j'ai cru. Désolé. Chouki, ça veut dire bisous, quoi. En tout cas, les coordonnées de son Gros bisous, je vous association. embrasse, parce qu'embrasser, c'est prendre quelqu'un dans ses bras. Eh oui. C'est pas faire un baiser. Ah oui, vous avez Attention. raison. Ouais. Bisous, c'est bisous. Alors, Embrasser, c'est c'est prendre plutôt quelqu'un dans bisous. ses bras. Vous avez raison. Ouais. Alors, c'est des big bisous. Donc, quand on se connaît à peine, elle nous fait déjà des bisous. Ouais, très chaleureuse. Et toutes les coordonnées de l'association sur le site de Mille et une Vies, il n'y a pas de souci. Et on mettra les nôtres aussi avec Brigitte, mais évidemment, on sera bien des sûr. bonnes élèves. Je croyais nos Non, pas nos coordonnées, ça intéresse que les gens, mais celles de l'association. Bien sûr. Le 06 de Et la Aude vôtre. sur le- Donc merci les camarades, merci beaucoup. plaisir. Je remercie Alexia de nous avoir aidés à voir un peu ce qui se jouait dans ces destins qui étaient déroulés aujourd'hui, évidemment. Merci Marc. Et donc, merci d'être dans la transmission et j'ai retenu le message. Vous êtes là pour nous dire et pour dire à tous ces gamins qui pensent que ça n'est pas possible, que même si on se sent exclu, on peut. Et pas que des gamins. Et même les grands, les Bien ados, sûr. etc. Bien Ça, sûr. c'est votre message. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre d'être venu Merci nous de m'avoir raconter avec écouté. beaucoup de subtilité cette histoire de cet enfant qui avait honte de son univers, de son milieu et qui finalement va avoir beaucoup de tendresse pour son milieu. Et vous êtes là aujourd'hui pour aider ceux qui viennent du même milieu que vous finalement. Et puis Natacha, vous êtes si jeune, vous avez déjà écrit un livre, Cendrillon en Louis Vuitton. C'est le tome 1, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Oui, voilà, D'accord. c'est ça. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'égare, qui se perd. Oui, voilà, justement. Donc, c'est un peu porté sur le même sujet. C'est une jeune fille et ses copines qui essayent de s'intégrer dans un milieu et qui passent par tous les chemins sinueux. Et certaines se perdent, d'autres en tirent une leçon. Et donc, grâce à cette histoire, il y a une morale, il y a une aide un peu psychologique également pour certaines filles qui peuvent se retrouver là-dedans. Et donc, voici le premier tome et il y en aura 2 autres. Bah, vous le souhaite. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci sincèrement. Et puis merci à vous pour votre attention, votre fidélité. On se retrouve très très bientôt sur France 2. Demain, dans Mille et une vies, nos invités viendront nous raconter en quoi une histoire d'amour trop passionnelle a bien failli les détruire. J'ai honte en fait, je me dis comment j'ai rien pu voir. Après avoir vécu 30 ans en couple, Bahram se retrouve seul. À 50 ans passés, il ne sait pas s'il pourra encore séduire une femme. Une très belle femme commence à arriver, je commence à parler avec elle. On ne s'est plus lâché, on était collés l'un à l'autre. Toutes les 10 pas, on s'arrêtait, on s'embrassait. Bahram et son ami Sem se séparent, se retrouvent, jusqu'à la rupture finale qui fait sombrer Bahram. Je dormais 1h30, 2 heures par nuit. Tous les jours, sans exception, je pensais à elle. Folle amoureuse, Isabelle quitte son mari pour un homme tout juste rencontré dans une salle de sport. Je suis bien, je suis heureuse, je me sens revivre. Isabelle vit une folle histoire d'amour à sens unique, dont l'issue est brutale. Un dimanche, je décide de prendre ma voiture et de passer devant chez lui. Et juste à ce moment-là, je le vois sortir main dans la main avec une autre femme.